Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 278 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le bilan 2024 des Indiana Pacers. Et oui, arrivé en finale de conférence avec Titouan du Café Crème Sport que vous connaissez. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petite étoile. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un bilan 2024, encore un, cette fois sur les Indiana Pacers. Et on reçoit quelqu'un que vous connaissez, qui est déjà venu sur le Basket Lab maintes fois. C'est Titouan. Comment ça va, Titouan ? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Un plaisir de parler d'une équipe qu'on a pu affronter en play-off. Une équipe qui n'est pas championne NBA, elle, contrairement à tes Boston Celtics. Ça fait quoi alors de dire on est enfin un champion, ça doit faire bizarre, non, après tant d'années où il y avait un échec à la fin, là c'est quoi? C'est vrai qu'il y a un côté soulagement. Il y a un côté où plus ça avançait, plus on avait l'impression qu'on allait finir un peu comme les Rockets version Harden où tu t'approches du titre mais tu l'as jamais. Et je pense que ça aurait été vraiment dommage avec toutes les bonnes équipes que les Celtics ont eues. Donc ouais, il y a un côté, c'est limite plus du soulagement que du bonheur en fait. Ah ouais, carrément. Ouais, on est content d'avoir, c'est un peu le tampon sur la carte. C'est bon, on a la bague, à partir de maintenant il peut plus ou moins se passer n'importe quoi, c'est bon, on a coché la case. D'ailleurs, il est déjà en train de se passer justement à peu près n'importe quoi, puisque, alors au moment où on enregistre, sachez que Jaylen Brown n'a pas encore été échangé, nous, dans notre timeline. On est le 29 juillet, nous, et il n'a pas encore été échangé, mais sans doute qu'il le sera, puisque là, on commence à partir en tweet public et en accusation de complotistes et de « Ah bah tiens, Derek White, mon coéquipier, m'a pris ma place. » Bon, c'est pas grave, vous êtes champion, c'est le principal. Bon, alors Titouan, que vous connaissez, du Café Crème Sport, notamment où tu écris beaucoup sur la draft là-bas. Enfin, pas que écrire d'ailleurs. Et puis le Trèfle aussi, fan de Boston, le podcast Le Trèfle, où vous parlez en fait toute l'année de Boston, justement, c'est ça ? Exactement. On a fait un petit podcast, les collègues ont sorti un petit podcast sur l'intersaison des Celtics. Et il va y avoir quelques petits podcasts qui devraient sortir sur quelques joueurs du roster. Vous avez fait quoi d'ailleurs cette saison, intersaison ? Il s'est rien passé à part on re-signe tout le monde et... On a re-signé tout le monde, oui, tout simplement. Ouais. Donc c'était... à part on re-signe tout le monde, on fait péter la masse salariale et donc le proprio dit moi je m'en vais, c'est pas moi qui vais payer cette taxe. Moi je veux vendre. C'est ça. C'est un peu l'idée. Mais du coup, il parle un peu dans l'épisode notamment j'invite tout le monde à aller l'écouter, mais il parle notamment justement du après. Maintenant, c'est bien beau de re-signer tout le monde, mais on sait que à moins que le proprio veuille continuer à aligner, et on a bien vu qu'il n'est pas trop chaud là-dessus, sinon il ne mettrait pas la franchise en vente. On parle surtout de l'après, des possibles mouvements et de trades, dont peut-être Jaylen Brown d'ailleurs. Alors aujourd'hui, justement, tu es fan de Boston, mais tu es surtout analyste, déjà généraliste, mais surtout aussi spécialisé dans les jeunes. Donc, on va s'intéresser avec toi aux Indiana Pacers, qui étaient en finale de conférence, mais qui reste une équipe de jeunes, mine de rien, avec pas mal de bons éléments. On va en discuter. Et donc, le programme, comme d'habitude, les bilans 2024. On fait le bilan équipe par équipe à travers notre format des stats de la saison. Pour les plus anciens, vous reconnaissez ce format. Donc, 10 stats, 5 chacun. Des stats qui peuvent être intéressantes ou alors qui sont un peu un prétexte pour parler de plein de sujets à droite à gauche à propos de l'équipe en question. Le format, vous le connaissez. Et bien, sans plus tarder, on peut attaquer de suite, si tu veux bien, Titouan. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour les Indiana Pacers 2024 ? Alors ma première stat, je pense que le gros du morceau, ce sera de l'autre côté du terrain, donc je vais attaquer direct avec ce qui a moins bien marché, on va dire, c'est 37,6%. Est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est que c'est la fréquence de tir autorisée au panier ou un truc comme ça peut-être ? C'est ça, exactement. Ah, voilà. C'est la fréquence de tir autorisé au cercle par la défense des Pacers, et ça les classe 30e sur 30 en NBA. Donc voilà, c'est la pire équipe pour protéger son cercle en termes de fréquence, parce que en soi, en termes de réussite, ils sont 9e sur 30 sur vraiment la réussite des tirs adverses au cercle. Donc ce qui est plutôt bon. Mais en fait, il y a un côté où la réussite en soi est plutôt correcte, mais tu es dans le top 10 du coup des équipes qui protègent mieux le cercle, mais vu que les adversaires, tu les laisses souvent attaquer ton cercle, automatiquement, même si tu le protèges plutôt bien, vu qu'ils l'attaquent souvent,
in fine, t'encaisses quand même pas mal de points tu finis quand même par encaisser quand même pas mal de points dans ce secteur-là. Ouais. Donc voilà, sur le gros volume, en fait, tu vas pas pouvoir tout le temps tout protéger. Et ça, c'est notamment dû au fait que t'as pas de bon, voire excellent rim protecteur. En fait. Bah, disons qu'il y a Miles Turner, mais à quel point est-ce qu'on le range dans cette catégorie ou pas, quoi. C'est un peu toujours le problème, c'est que c'est un playmaker au panier qui peut faire des comptes, mais il n'a pas ce volume et cette intimidation que peut avoir des protecteurs de panier d'élite, en fait. Exactement, t'as le côté un peu où il peut protéger. En fait, c'est un bon contreur, mais c'est pas nécessairement. T'as pas une protection de cercle élite parce que bah, déjà, il est un peu tout seul. Ouais. C'est un peu le seul à pouvoir faire ça. Et oui, il peut le faire de manière correcte, mais pas assez élite pour pouvoir bah, augmenter la protection de cercle de son équipe à lui tout seul. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu la différence, hein, comparé à des équipes comme Washington, Détroit, etc. C'est que bon, ben, ça autorise beaucoup de tirs au panier, mais au moins, on a quelqu'un qui parfois peut les effacer. Mais c'est vrai qu'au global, ça reste une stratégie qui est assez dangereuse parce que, comme tu dis, il peut pas non plus tout effacer, quoi. Donc dans le lot, tu vas quand même autoriser un bon paquet de tirs rentables au panier, la zone la plus rentable. D'ailleurs, au niveau des lancers francs, si je dis pas de bêtises, ils sont assez catastrophiques aussi. Ouais, c'est ça, ils sont 30e 30e sur 30 ouais. de NBA. Ouais. Donc il y a un peu ce côté, voilà, le lancer franc, où est-ce que tu les obtiens, c'est aussi quand tu vas au panier. Donc ça va ensemble, quoi. Il n'y a pas que le nombre de tirs au panier, il n'y a même pas que ça, il y a aussi le fait que les gens vont beaucoup au panier et soit ils prennent des tirs, soit ils subissent des fautes, ils provoquent des fautes. Donc ça fait quand même un énorme paquet de points très rentables, lay-up ou lancer franc, que tu concèdes à l'adversaire et donc forcément tu atterris avec une mauvaise défense au global, quoi. Ouais, et c'est marrant parce qu'en fait, quand on regarde la défense au global, en fait, en termes d'efficacité, ils ont une efficacité assez analytique, on va dire, de la défense, où en fait, ils défendent bien le cercle, ils défendent bien à 3 points, parce qu'il me semble d'ailleurs que ce sont la première équipe en termes d'efficacité sur la défense des 3 points. Mais en fait, sur la fréquence, ils en laissent, bah, comme on a dit, beaucoup au cercle. Donc, bah, même si tu défends quand même bien, si t'en laisses un gros volume, automatiquement à la fin, tu vas quand même encaisser pas mal de points. Et je pense que ça, bah, c'est ce qui contribue à faire des Pacers une des plus mauvaises défenses de la ligue. Non, mais c'est comme tu dis aussi, enfin, il y a le cas Miles Turner qui, en effet, n'est pas un chapeau des protecteurs de panier, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a le fait que, en plus, il doit aussi subir plus d'attaques du panier et donc être plus mobilisé sur la protection de panier parce que, on peut le dire, les premières lignes sont quand même assez poreuses défensivement dans le périmètre. Donc, c'est pas que Miles Turner, hein, finalement. Il y a un peu un côté, ouais, mais forcément, quand tu attaques un Liberton, un Mathurin, un Obi-Toppin ou n'importe quoi, ça passe quand même beaucoup plus vite et donc forcément Miles Turner ensuite c'est à lui à faire le travail derrière, mais peut-être que si on mettait un périmètre défensif beaucoup plus d'élite, il serait moins mobilisé ou moins on verrait moins peut-être ses faiblesses entre guillemets au niveau de la protection de panier, je sais pas, mais c'est un peu, tu parlais du nombre de 3 points aussi, c'est vrai que ils sont 30e sur 30 en termes de tirs au panier autorisés, et par contre ils sont premiers au niveau des 3 points comme tu disais, mais Ouais. après à quel point est-ce que c'est une stratégie, à quel point c'est volontaire, ou à quel point justement, tu sais, c'est pas, justement en fait, on est tellement mauvais en termes de première ligne défensive que qu'il n'y a même pas besoin de faire un kick-out ensuite. C'est juste que ça pénètre dans la raquette ou jusqu'au panier, et une équipe qui serait élite en défense, elle ferait la rotation au panier, donc ça forcerait un kick-out et donc potentiellement un 3 points. Tu vois, je me demande à quel point il faut le voir comme un truc bien ou pas bien, quoi. Ce côté, ils sont premiers en termes de 3 points autorisés. C'est vrai que c'est bien, mais peut-être aussi qu'ils sont premiers en termes de 3 points parce que les équipes n'ont même pas forcément besoin de ressortir et juste quand elles pénètrent, elles peuvent aller au panier et prendre le tir avec la plus haute probabilité qui est le tir au panier plutôt que juste faire le kick-out pour un 3 points ouvert, quoi. Donc je sais pas trop comment le lire, ce côté on est élite entre guillemets en termes de nombre de 3 points autorisés. Ouais, tout à fait. En plus, tu parlais des premières lignes de Haliburton, même McConnell ou Nembhard qui ont beaucoup de minutes et qui sont des mauvais défenseurs. Et même sur les ailes, il y avait un Bruce Brown mais qui est parti en milieu de saison. Et au final, le seul qui est vraiment positif défensivement, c'est Aaron Nesmith, qui n'est pas non plus un défenseur élite, mais qui reste bon, et du coup c'est un peu léger en fait quand sur ton 5 majeur ou même ta rotation de 7-8 joueurs, t'as, on va dire, un seul bon défenseur. Ouais, oui, c'est ça, parce que si on prend un peu le minutage, on a Siakam qui est arrivé en cours d'année, mais sinon Haliburton,
Mathurin, même Buddy Hield aussi, qui était là pour une moitié d'année aussi, c'était pas forcément une assurance. Nembhard, Obi Toppin, qui a le physique d'un défenseur mais pas le jeu, et pas du tout le rendement. TJ McConnell, Ben Shepherd. Après, tu vois, t'en as des petits, Ben Shepherd ou Nembhard, ça se bat bien, mais ça a aussi des limitations, quoi. Donc ça c'est pas étonnant non plus que cette première ligne soit à ce point poreuse. Mais voilà, cette stat ils autorisent très peu de 3 points. Je sais pas trop comment l'interpréter, quoi. Ça, il y a peut-être aussi un côté schéma potentiellement. Je pense qu'il y a aussi peut-être un côté où il y a même pas besoin de ressortir, quoi. Juste je pénètre, je vais au panier, donc donc pas besoin de 3 points, quoi. Je vais directement prendre le meilleur tir possible. Mais en effet, ça fait une défense qui est combien au global, 24-25, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je l'ai pas sous les yeux le defensive rating, mais oui, c'est ça. Enfin, ils sont dans vraiment le top, enfin le bottom 5 de la ligne. C'est ça, 24e de NBA, ouais. Entre Portland et Détroit. Sur leur banc, enfin dans leur rotation, ils ont des joueurs avec des profils défensifs, mais en fait, ils les font pas jouer. Et je pense qu'on y reviendra parce qu'une des raisons, c'est l'autre côté du terrain, du coup. Ouais. Mais je pense à des Jarace Walker, des Isaiah Jackson qui jouent finalement très peu de minutes, alors que c'est deux joueurs qui ont des profils justement plutôt défensifs. Mais voilà. Donc ouais. Je pense que c'est aussi, il y a un côté, c'est aussi une volonté de la part des Pacers de se dire, plutôt que d'être moyen offensivement et moyen défensivement, on met tout à fond dans l'attaque, et quitte à perdre de l'autre côté du terrain. Isaiah Jackson, choix du premier tour en 2021, déjà. Mais donc pivot assez athlétique, un peu profil catch and finish, rim runner, et potentiellement un peu de défense, donc du panier, un peu mobile en plus, hein, donc pas mal, mais à peine 13 minutes cette saison, de temps de jeu moyen. Et Jarace Walker, qui est un rookie de l'an dernier, hein, si je dis pas de bêtises, qui a plutôt, toi qui connais un peu la draft, c'est ça, hein, l'idée c'était d'avoir un poste 4 hyper athlétique, hyper polyvalent en défense. C'est ça, et je pense que alors il jouait déjà pas beaucoup avant que Siakam arrive. Je pense que le trade de Siakam l'a verrouillé sur le banc. Mais oui, sur le papier, c'était un ailier assez polyvalent qui pouvait en plus mettre des 3 points et surtout défendre, protéger, être un protecteur de cercle secondaire tout en défendant sur l'homme et potentiellement pouvoir switcher sur les écrans. Donc c'était un profil qui est sur le papier très intéressant. Ouais. Mais qui a des limitations offensives parce que le shoot il est pas encore respecté et qu'en dehors de ça il fait pas énormément, un peu comme Isaiah Jackson, hein. Il est assez unidimensionnel, on va dire, offensivement pour l'instant. Donc si t'es dans une équipe qui va tout donner pour l'attaque, les faire rentrer va t'aider en défense, mais ça va te faire limite des points morts en fait en attaque. Ouais. Et donc tu pouvais pas te permettre ça, sachant qu'à eux tout seuls ils vont pas non plus transformer les Pacers en une défense élite. Oui, effectivement. Le compromis est peut-être pas à ce point intéressant, quoi. C'est pas aussi simple que tiens, on rajoute un défenseur et ça va un peu sauver la défense, quoi. Tu vois aussi le pays en attaque de l'autre côté, alors que il y a cette philosophie offensive, on va y revenir, je pense, mais donc Jarace Walker drafté l'an dernier, à peine 8 matchs au-dessus des 15 minutes joués pendant un match cette saison, donc très peu, hein, effectivement. L'arrivée de Siakam peut-être a fait du mal, mais on a aussi affaire à un joueur très jeune qui a encore 20 ans actuellement au moment où on parle, donc voilà, c'est pas encore mort du tout, hein, évidemment. Mais c'est vrai que tu fais bien de commencer par ça. Mais alors d'ailleurs, je peux enchaîner avec ma première stat du jour, si tu veux bien, dans cette continuité. Moi, c'était plus 2,7. Plus 2,7, c'était le net rating de cette équipe, évidemment, donc le différentiel attaque-défense, qui est en fait une manière de mesurer en fait le fond de jeu proposé, entre guillemets, on peut dire, parce que le but du basket, c'est de créer ce différentiel attaque-défense, donc ils sont à plus 2,7 points par 100 possessions de différentiel créé. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout, c'est 10e de NBA, mais c'est vrai que c'est pas non plus un score qui est, entre guillemets, calibre finaliste de conférence. D'habitude, les finalistes de conférence sont pas à ce niveau-là. Voilà, plus 2,7 entre 2 et 3, c'est pas mal. C'est pas non plus fantastique, quoi. C'est pas niveau top 4, top 5 équipe NBA. Donc on a un peu cet aspect-là où cette année, ils ont fait finale de conférence. Aussi, on le sait, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des blessures en phase 2. Un truc qu'ils peuvent pas contrôler, donc c'est pas non plus, enfin c'est un peu débile aussi de leur reprocher d'avoir eu des équipes blessées en face, hein. C'était pas leur faute, hein. Ils ont juste joué qui ils ont joué. Mais pour dire aussi, hein, par exemple, cette année Boston, qui est la meilleure équipe de NBA, était à plus 11 de net rating, pour dire un peu l'échelle. Bon voilà, quand on passe le niveau plus 10, la barre symbolique des plus 10, c'est un peu un niveau historique, un peu d'élite, quoi. Il y en a même pas une poignée par décennie qui font ça. Mais OKC, Minnesota, Denver, on est autour des plus 8, plus 7, plus 6. Même Denver et New York, on était autour des plus 5 de net rating.
D'ailleurs, les Lakers l'an dernier, en 2023, ils font une deuxième partie de saison où ils vont en finale de conférence, tu sais, contre Denver, ils finissent finale de conférence. Là aussi, un run surprise, mais sur toute la deuxième partie de saison, mine de rien, ils étaient à plus 5 de net rating. Donc là, c'est vrai que plus 2,7 pour les Pacers, c'est pas un net rating qui est si impressionnant que ça en termes de fond de jeu proposé, de différentiel, clairement. Pour dire aussi, en termes de comparaison, pareil, les Kings, l'an dernier, étaient à peu près à ce niveau-là, en termes de net rating. Les Kings qui sont arrêtés au premier tour, Kings 2023, les Golden State aussi étaient aussi à ce niveau-là. Toujours pareil, à peu près à ce niveau, on avait les Knicks 2021 qui étaient à ce niveau-là, tu sais, ceux qui sortent contre Atlanta, par exemple. Le Dallas aussi, qui sort contre les Clippers au premier tour, était à peu près à ce niveau-là. Les Sixers en 2020, dans la bulle, sortis très tôt aussi. Et même Indiana en 2019, donc les Pacers eux-mêmes en 2019, tu sais, la version Oladipo, Bogdanovic, etc., ils étaient à plus 2,9. Donc bref, pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est juste pour essayer aussi de mesurer quel est le niveau de cette équipe, qui était une équipe sympa, voire même une bonne équipe, mais peut-être pas une équipe niveau finale de conférence sûre et à peu près contre n'importe qui serait arrivé là. Mais le plus intéressant, c'est surtout la manière de faire. C'est pour ça que je voulais dire cette stat dans la continuité de ce que tu as dit, parce qu'en effet, on a la deuxième meilleure attaque de NBA et la 24e défense. Et donc, grosso modo, on a une équipe qui va gagner ses points, littéralement, qui gratte ses points, qui crée un différentiel, de par une attaque qui est très très difficile à maîtriser, même si donc la défense est mauvaise, mais l'attaque est à ce point bonne pour que la balance marche finalement en leur faveur. Et c'est vrai que c'est quand même à ce point atypique, je sais pas toi ce que tu en penses, mais c'est atypique de voir une équipe à ce point déséquilibrée arriver aussi loin en play-off. C'est ça, parce qu'en plus, le 2,7 de net rating, tu peux l'avoir en étant bon en attaque et on va dire moyen plus en défense. Et ouais. Eux, ils l'ont vraiment en étant à limite les deux extrêmes en fait. Ouais. Où t'es très mauvais en défense et très très fort en attaque. Et c'est vrai que c'est... J'ai pas souvenir d'avoir vu une équipe avec autant de différentiel entre à quel point leur attaque est forte et à quel point leur défense est mauvaise en fait. Et vraiment cet écart où... parce que souvent on a des très fortes attaques qui vont être bon. Alors si t'es très fort en attaque et en défense, t'es dans l'élite de NBA. Ouais. Mais souvent tu vas avoir tu vas être bon en attaque et moyen plus en défense, ou alors l'inverse, tu vas être bon en défense et moyen en attaque. Et un peu, j'ai pas le net rating des Cavs, mais par exemple les Cavs, je pense qu'ils sont un peu dans ce range-là. Et c'est vrai qu'avoir une équipe élite comme ça en attaque et mauvaise en défense, aussi mauvaise en défense, c'est assez rare, je le trouve. Et ça, on le retrouve. Alors j'avais des petites stats parce que j'avais aussi un peu en tête cet écart en fait entre attaque et défense. C'est le nombre de tirs qu'ils prennent près du cercle. Et en fait, tout ce qui va être, tous les systèmes qui sont faits pour aller près du cercle et ce qui en résulte. Et par exemple, ils prennent 35,5% de leurs tirs sont pris au cercle, ce qui est le troisième plus grosse fréquence de NBA. Et en plus de ça, ils sont à 68,4% de réussite sur les tirs près du cercle. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une des plus grosses fréquences de tirs pris au cercle et avec un pourcentage de réussite très élevé. Donc fatalement, ça te donne derrière un EFG, donc un Efficiency Field Goal Percentage, et donc un Offensive Rating qui est fatalement très élevé. Oui, tu dis que c'est un peu les deux opposés, quoi. C'est-à-dire qu'ils autorisent plein de tirs au panier et plein de lancers francs en défense. Par contre, eux, de l'autre côté, ils sont aussi élites. De l'autre côté, ils sont parmi les tout meilleurs en termes de eux-mêmes pour aller au panier, quoi. Donc on a vraiment les deux extrêmes, pour le coup. Et comme dit, c'est vraiment atypique, ce côté arriver en finale de conférence avec une équipe à ce point déséquilibrée. On peut voir des équipes sympathiques qui font des choses en étant en penchant d'un côté, mais aller aussi loin, c'est vrai que c'est atypique vraiment. Et pour dire à quel point, donc, on a deuxième en attaque et donc en dehors du top 20 en défense. Et j'ai cherché, parmi les derniers finalistes de conférence depuis X années, quelles sont les équipes qui ont fait ça. Bon, on a Miami en 2023. Mais Miami en 2023, c'est un peu un cas particulier parce que leur attaque était en dehors du top 20, en effet. Mais bon, c'était un peu, Jimmy Butler, le côté saison régulière, on y va un peu à la cool. Et puis en fait, parce qu'en fait, mon vrai niveau, celui en playoff, quand je force un peu, c'est beaucoup plus haut. Donc un peu un cas à part pour Miami. Lakers aussi en 2023 fait partie de ces exceptions. Mais
comme dit aussi, Lakers, en fait, si tu prends les stats, non pas globales, mais juste de la fin de saison, on avait affaire à des chiffres beaucoup plus sérieux que ça. Donc là aussi, à mettre un peu entre parenthèses. On avait Atlanta en 2021, tu sais, qui font finaliste de conférence contre les Bucks en battant les Sixers. Eux aussi, c'est vrai que c'est un peu un cas particulier avec ce côté, l'upset des Sixers. Eux étaient 21e meilleure défense et pourtant, donc, ils sont arrivés en finale de conférence. Donc, une exception, Atlanta 2021. Mais bon, c'était l'année très bizarre 2021, pour le coup. Et après, il faut remonter, sinon il y a les Cavs en 2018, tu sais, de LeBron, la dernière année de LeBron, où il n'y a plus Kyrie, parce qu'il est à Boston, et on a une équipe un peu caricaturale de tout pour l'attaque et rien pour la défense, avec Kevin Love, avec Clarkson, avec Rodney Hood, qui arrive en cours d'année aussi, bref. Donc on était en dehors du top 20 pour la défense, finaliste de conférence, et même finaliste NBA, eux. Et sinon, il faut remonter aussi à Boston en 2012, pour les finalistes de conférence. Eux, ils étaient, par contre, c'est l'attaque où ils étaient en dehors du top 20, même 27e attaque Boston en 2012. Donc voilà, tu vois, on remonte jusqu'en 2012 et des exemples, il n'y en a quand même pas tant que ça, hein, des finalistes de conférence à ce point déséquilibrés. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les Pacers, la dernière fois qu'ils ont été en finale de conférence, c'était en 2014 avec Paul George, Ouais. et que ils étaient un peu dans le même schéma, mais opposé. C'est-à-dire qu'ils avaient une défense élite, mais une attaque plutôt moyenne, voire mauvaise en fait. Et donc c'est assez marrant de voir que les deux dernières finales de conférence des Pacers, c'est une fois où ils étaient élites en attaque et mauvais en défense, et une fois où ils étaient élites en défense et mauvais en attaque. Après, tu vois, sur les Pacers 2014, on avait affaire à un vrai candidat au titre, net rating plus 5. Donc on était sur un autre calibre d'équipe aussi, quoi. Mais non, mais en effet, c'est l'exact opposé du modèle, ce cycle-là, Frank Vogel, Roy Hibbert et tout, Paul George, David West, qui était très typé défense et puis juste assez en attaque. Là, c'est l'inverse. Donc c'est très atypique, hein, finalement, de retrouver une équipe à ce point déséquilibrée en finale de conférence, hein, comme dit, avec une attaque qui est à ce point bonne. Je pense qu'on va en reparler en détail, donc je vais pas développer ici pour l'attaque. Mais voilà, c'est un profil d'équipe très bizarre, avec en plus, je rajoute que tu sais, la fameuse stat du win differential, donc à quel point tu as un surplus, ou pas d'ailleurs, ou l'inverse, de victoire par rapport à ton fond de jeu proposé, finalement, il n'y a rien de. Ils sont au niveau 0, quoi. Il n'y a pas de différentiel par rapport à ça, donc il n'y a pas de surchauffe ou de sous-chauffe, où les chiffres de net rating ne seraient pas significatifs par rapport au nombre de victoires ou par rapport à quoi que ce soit. Non, en fait, c'est leur vrai niveau. C'est leur vrai niveau, à peu près, les Pacers. Et donc voilà, c'est un peu une surprise, c'est un peu un côté atypique. Je pense que, comme dit, l'attaque, elle est assez intéressante. On en reparlera parce que il y a de quoi creuser peut-être pour la suite et pour la NBA. Mais voilà, on peut pas non plus mettre de côté cet aspect blessure, sans doute que tu tombes contre des vrais Bucks. Alors des vrais Bucks, est-ce que des vrais Bucks c'est sans blessure ou c'est sans Doc Rivers, je sais pas, mais ou même contre les Knicks au deuxième tour, bon, c'est peut-être pas censé passer, quoi, contre des vrais Knicks qui sont pas blessés. Donc oui, il y a le facteur blessure et en même temps on peut pas le reprocher aux Pacers. Mais voilà, ce qui fait qu'on aboutit sur cette équipe qui arrive en finale de conférence alors que, a priori, elle avait pas trop le profil, quoi. Quelle est ta deuxième stat du jour à nous proposer pour les Pacers 2024 ? Alors ça reste sur l'attaque, justement, comme ça on va peut-être clôturer un peu le chapitre attaque avant de passer sur des joueurs. Et c'est 1,05 points par possession. Ouais. Et donc c'est le nombre de points par possession sur demi-terrain. Et ils sont 3e de NBA. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez marrant avec cette stat, c'est qu'on a l'image en fait des Pacers qui sont jeunes et on a un peu cette image préconçue de ils sont jeunes, ça court beaucoup, ça fait beaucoup de transitions, du coup ça va pas être très bon sur demi-terrain, etc. Alors qu'au final c'est totalement, alors je vais pas dire l'opposé, mais c'est une équipe qui est beaucoup plus forte que ce que je pensais sur demi-terrain. Et ça, c'est dû notamment à Haliburton évidemment, mais aussi à des Turner ou surtout des Siakam quand ils sont arrivés après, qui jouent beaucoup plus près du cercle notamment, qui sont bons dans la provocation des lancers francs. On a des Obi Toppin ou des Siakam qui finissent beaucoup près du cercle et avec des hauts taux de réussite. Mon Turner est aussi, même si lui prend beaucoup plus de shoot à 3 points. Et même par exemple un Mathurin qui est pas très efficace mais qui drive beaucoup, qui tente beaucoup près du cercle. D'ailleurs, c'est vrai que je l'avais pas dit quand on a parlé de l'offensive rating, mais les Pacers sont à 56,6 drives par match. C'est la deuxième plus grosse fréquence de NBA.
Et ça aide aussi beaucoup à avoir du coup ce jeu très fort sur demi-terrain, alors que, comme dit, de prime abord, on se dit c'est une équipe jeune qui court beaucoup, ça va être beaucoup de transitions, et sur demi-terrain, ils vont être perdus, alors que finalement, on est sur une équipe complètement opposée à cette idée préconçue. Alors, c'est là que rentre en scène une stat importante, en tout cas une donnée importante du problème. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord, mais tu vas voir, c'est parce qu'en fait, je pense que la conversation, elle doit être assez nuancée. Mais le problème, et je crois qu'on avait parlé déjà de cette saison dans l'hebdo, mais il y a un problème stat assez évident sur en fait comment est-ce qu'on comptabilise la transition, en fait. Et le fait est que la manière dont c'est comptabilisé, c'est la transition, c'est une possession qui va vite, hein, mais qui est après soit une interception, soit un rebond. Mais en fait, quand tu prends un panier, quand tu encaisses un panier et que tu accélères derrière, et même si tu fais une contre-attaque après un panier encaissé, ça ne compte pas comme de la transition pour les sites de stats. Ça compte comme un demi-terrain. Donc en fait, c'est un peu là-dessus. Tu vois, alors moi, ma stat, c'était 7. C'était la fréquence en transition, justement, parce que 7ème, ok, c'est beaucoup, mais c'est pas premier, quoi. Alors que justement, c'est pourtant une des équipes qui fait le plus de contre-attaques. On le voit visuellement, tactiquement. Et pourtant, donc, ils sont que 7ème, donc ça peut étonner. Mais en fait, tout vient de là aussi. Tout vient du fait que les transitions, on avait parlé, hein, comme dit en novembre, c'est quand tu encaisses un panier et que derrière, tu accélères très vite, et même si tu te projettes en 2 secondes et que tu vas au panier, donc ce qui, dans l'esprit, est une contre-attaque, ça ne compte pas comme une contre-attaque pour les sites de stats, parce que pour eux, panier encaissé, voilà, c'est pas une contre-attaque. Donc, ça fait que en termes de fréquence de transition, ils sont que 7ème, entre guillemets, et pas premier. Et puis, du coup, vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a plein de paniers qui, dans l'esprit, c'est de la contre-attaque, c'est on court vite et ou soit de la transition, soit de la semi-transition, on prend un tir très tôt dans la possession, enfin bref, tu vois un peu l'idée, mais qui en fait, dans les stats, vu que c'est après un panier encaissé, ça compte comme une possession de demi-terrain. Donc c'est là-dessus où, tu vois, en fait, ça va dans les deux sens. Leurs stats de transition, de contre-attaque sont moins bonnes que prévu, et leurs stats de demi-terrain, de jeu posé, entre guillemets, sont meilleurs, alors qu'en fait, justement, c'est pas du jeu posé. Donc c'est là qu'est un peu la subtilité, et donc quelle est un peu la solution pour ce genre d'équipe très atypique, c'est d'aller voir une autre stat, c'est la pace, justement. Qu'est-ce que la pace, comment est-ce que c'est défini? C'est grosso modo le nombre de possessions par 48 minutes. En tout cas, c'est défini comme ça sur Basketball Référence. Et là-dessus, voilà, là ils sont 2e. Donc là, ça colle un peu plus avec ce qu'on peut penser d'eux, et cet aspect de, voilà, ils sont pas, tu regardes le fréquence de contre-attaque que 7ème, tu dis, mais non, quand même, ils sont quand même élite, donc 7ème, c'est pas très haut, hein. Enfin, c'est dans le top 10, hein, mais c'est pas très haut. Et en fait, non. En fait, c'est ce petit vice de procédure et de comptabilisation, de comptage des contre-attaques qui part du fait que, pour eux, pour les sites de stats, quand il y a un panier encaissé et que tu accélères derrière, tant pis pour toi si tu accélères, ça compte comme du jeu posé. Donc petite subtilité, même si, comme tu dis, tout de même, il n'y a pas que ça qui remonte les possessions sur demi-terrain, c'est quand même une équipe compétente sur demi-terrain. Oui, notamment parce qu'on en a déjà parlé, mais de leur capacité à prendre beaucoup de tirs près du cercle, à faire beaucoup de drive aussi, et oui, à finir régulièrement et avec un haut taux de réussite près du cercle. Ouais. Non, mais voilà, c'est juste pour ça. Je pense qu'ils sont quand même compétents sur demi-terrain, mais ils sont pas. Alors, combien t'as dit qu'ils étaient sur les stats officiellement là? 3ème. Ouais, en termes de points par possession sur demi-terrain. Ouais. Bon, tu vois, c'est pas pour dire sans ce vice de procédure, ils seraient 20ème. Mais je pense que clairement, c'est pas la 3e meilleure attaque de demi-terrain et de jeu posé, en tout cas plutôt. Je pense pas que ce soit la 3e meilleure attaque de jeu posé de NBA, qu'il soit dans le top 10 assez clairement pour moi. Mais je pense pas top 3, mine de rien. Mais oui, effectivement. En fait, on voit qu'on a affaire à une équipe très complète, qui est à la fois court, et à la fois avec le spacing et le mouvement qu'elle arrive à créer aussi sur du jeu posé, peut aussi faire du mal sur jeu posé et face à des défenses un peu organisées, comme d'ailleurs on l'a vu en playoff. Ouais. On est d'accord. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de te poser la question, parce que pas mal des fans de Boston disent que les Pacers ont posé plus de problèmes que Dallas en finale. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Non, en plus je pense pas, c'est juste que les Celtics sont défendus comme ils avaient l'habitude de défendre, c'est-à-dire laisser beaucoup de tirs à mi-distance. Et les Pacers en ont pris pas mal, et j'ai en tête, je crois que c'est le match
match 2, si je dis pas de bêtises, où Nembhard prend un peu feu, ou c'est peut-être le match 1, où Nembhard prend un peu feu à mi-distance, où il fait son pick and roll et il plonge deux pas dans la ligne à 3 points et il pull up à mi-distance et il en met 3-4 comme ça. Mais en fait, c'est des shoots, quand t'es la défense de Boston, t'as envie qu'ils prennent ces shoots-là. Et c'est juste que, il les a mis et il y a cet effet un peu où on a l'impression qu'on se fait manger parce qu'il met ses shoots compliqués, mais au final, t'as envie qu'ils prennent ces shoots-là. Tu préfères qu'ils prennent ces shoots-là que la finition près du cercle. Ouais, effectivement. Effectivement, alors, une fois que j'ai fait la nuance des chiffres de transition, et de donc nuancer un peu les chiffres de demi-terrain, tout de même, partons de l'autre côté et parlons un peu de cette attaque qui, comme dit, est quand même excellente, je trouve, pour un aspect de rythme, de mouvement notamment qui est primordial, hein, qui est peut-être un peu inédit en NBA. Mais alors ma stat, moi, c'était 315,8. Est-ce que tu sais ce que c'est 315,8 ? 315,8. Oh. C'est énorme comme chiffre, je sais pas ce que c'est. Mais... c'est un nombre de passes par match, le nombre de passes par match que fait l'équipe des Pacers. Et en fait, c'est le premier de NBA. Voilà, tout simplement, le nombre de passes par match que font les équipes. Ils sont premiers de NBA. La deuxième équipe de NBA qui fait le plus de passes par match, hein, donc vraiment, passer le ballon d'un joueur à un autre, hein, une passe, un classique, vous le savez, pas passe décisive, hein, une passe tout court, pas une passe décisive. Deuxième de NBA, les Pelicans à 289. Premier, les Pacers à 315. Deuxième, les Pelicans à 289. Autrement dit, il y a le même écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le 12e de NBA. Donc, ils sont premiers, ok, mais ils sont même premiers avec un écart gigantesque. Par ailleurs, ils sont aussi premiers de NBA en termes d'assists par match, avec 29,9, donc quasiment 30 par match, premier de NBA. Le deuxième est à 24,9. C'est les Nuggets, qui sont aussi une équipe assez collective, hein, pour le coup. Mais donc, Pacers premier à 30, Denver deuxième à 25. Il y a le même écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le 15e. Donc c'est pas mal aussi en termes d'écart, en termes d'écart créé. Et puis alors le temps cumulé avec la balle entre les mains par match, ils sont finalement ils sont premiers de NBA aussi, en tout cas le plus petit total. Donc la balle bouge beaucoup, ça le montre aussi. Et puis même le temps moyen passé par touche de balle pour l'équipe, hein, collectivement, pas un joueur, mais pour l'équipe. Chaque joueur, en général, en moyenne, garde la balle 2,69 secondes. Bon, les chiffres, on s'en fiche un peu, mais sachez que c'est premier de NBA aussi. Donc c'est l'équipe qui fait le plus tourner la balle, en fait, hein, très, très mécaniquement, qui fait le plus tourner avec le temps moyen par touche de balle le plus petit de toute la NBA. Et là encore, il y a le même écart entre eux qui sont premiers et le reste de la NBA qui est deuxième, et entre le même écart qu'entre le deuxième et le 13e de NBA. Donc là encore, ils sont premiers avec un écart assez faramineux, et donc j'ai parlé du temps moyen en secondes par touche de balle, mais on peut parler aussi du nombre de dribbles par touche de balle, c'est pareil, ils sont premiers de NBA, et même écart entre premier et deuxième qu'entre deuxième et septième. Bref, après avoir un peu nuancé, comme dit, les chiffres à cause de la contre-attaque, mais pour insister tout de même sur cet aspect d'attaque en général, et notamment le demi-terrain, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien, pourquoi est-ce que l'attaque, à mon avis, a quelques accents, mine de rien, un peu révolutionnaires, j'ai envie de dire, c'est qu'ils font un truc mieux que tout le monde en NBA, et un truc que personne ne fait, c'est le mouvement, c'est créer de l'espace, et c'est le rythme aussi. C'est cet alliage de, à la fois, parce que tu vois, on peut parler du spacing, mais c'est pas que le spacing, c'est le fait de jouer vite, rapidement dans l'espace, et donc c'est cet aspect de la balle qui bouge énormément, mais aussi les joueurs qui bougent énormément. Pour moi, il y a une notion de rythme qui vient largement compenser le talent pur et le manque de talent pur, justement. Mais en fait, quand tu arrives à placer des joueurs qui sont pas élites, mais juste bons, mais dans des espaces énormes et avec un rythme énorme, en fait, tu arrives, de par le système et de par cette façon de jouer, à leur libérer des tirs qui sont plus faciles, et que eux-mêmes, sur un jeu statique et posé, ils pourraient pas forcément se libérer eux-mêmes. Donc, je sais pas toi ce que tu penses de cette attaque, mais moi je trouve que mine de rien, il y a quelques aspects un peu révolutionnaires dans ce côté. C'est peut-être la première équipe à ce point miser sur le mouvement, en fait, pour créer du jeu. Oui, et alors tu l'as dit, c'est ce que j'allais dire quand tu m'as donné cette stat, ça m'a tout de suite fait penser à ça. C'est qu'en fait, en dehors d'Haliburton, ils ont pas de joueurs élite dans la création de leur tir. Alors il y a Siakam qui est arrivé après, un peu dans qui peut un peu avoir ce côté-là. Et encore, même quand Siakam il est arrivé aux Pacers, finalement, il est devenu plus un finisseur qu'un créateur de points. Du moins, la plupart de ses points provenaient d'une passe, contrairement à lorsqu'il était aux Raptors, où il avait un peu plus de création, aussi parce qu'il n'avait pas un Haliburton à côté de lui, fatalement. Ouais.
Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont pouvoir s'inspirer de ce qu'ont fait les Pacers, notamment des équipes qui justement vont pas avoir de forts créateurs, et comme tu l'as dit, en fait, pas assez de talent pour que un joueur puisse créer lui-même, à lui tout seul, en fait, de l'attaque, et du coup, pour compenser ce manque de talent, tu le compenses par de la polyvalence de tous tes joueurs et faire du mouvement pour oui, comme tu l'as dit, que des joueurs, on va dire, plus, je vais pas dire des joueurs moyens, mais des joueurs bons, mais qui sont pas élites, deviennent plus efficaces grâce à des tirs générés qui sont beaucoup plus simples, en fait. Ouais. Non, mais c'est aussi pour ça que, tu vois, tu parlais du fait qu'ils sont élites pour aller au panier, hein, c'est ça? 3e en termes de fréquence de tir au panier. C'est ça, ouais. Bon, bah ça, tu le fais pas de par... Enfin, en tout cas, c'est pas proportionnel au niveau de talent pur. Mais par contre, c'est vrai que ça fait un moment qu'on le dit, mais peut-être que le dernier... enfin, peut-être pas la dernière, la prochaine révolution, en tout cas, elle passera par le mouvement, je pense. Et par le fait qu'il y a de plus en plus d'espace. Au début, on n'avait pas ni mouvement ni espace. Ensuite, l'espace est arrivé. On s'est mis à shooter à 3 points. Il y a de plus en plus d'espace. Et maintenant, peut-être que la marge d'après, pour voilà, le côté compétitif, aller essayer de gratter de la valeur et faire des trucs que les autres ne font pas, avoir un avantage compétitif, c'est peut-être sur, ok, maintenant il y a de l'espace, on va essayer de jouer plus rapidement et de faire plus de mouvements que les autres. Et pour moi, c'est un peu ça. Pour moi, les Pacers sont un peu la première équipe qui vont à ce point là-dedans. Alors, peut-être aussi par construction d'équipe et parce que c'est un choix et parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Tu vois, ils ont pas la défense. Donc, quitte à être mauvais en défense, autant faire un all-in offensif. Mais en tout cas, de facto, je trouve que c'est peut-être une des premières de l'histoire à aller à ce point, à pousser à ce point le curseur du mouvement en tant que objet, en tant que élément collectif de création. En fait, parce que c'est pas un côté, tu sais, faire des systèmes, allez, on va faire le horn, on va faire le elevator, on va faire des systèmes un peu gadget pour libérer un tir. Ça non, ça les défenses aujourd'hui, défenses très dynamiques, très polyvalentes, des systèmes gadgets, elles peuvent les défendre. Par contre, faire un rythme hyper élevé, jouer en transition encore et encore, accélérer le rythme même quand tu prends un panier, et puis même sur demi-terrain, faire du mouvement, lâcher la balle très vite, faire plein de passes, etc. Pour moi, ce mouvement fait que tu arrives un peu à sur-optimiser, on peut dire, des joueurs qui n'ont pas un talent pur de fou, mais juste parce que dans cet espace, quand tu les mets en mouvement, ouais, t'arrives à libérer plein de tirs au panier pour des Nembhard, pour des Ben Shepard, pour des McConnell, pour des joueurs bons, mais pas géniaux, quoi. Et en ce sens, je trouve que c'est une des premières qui pousse le bouchon à ce point loin, parce que t'en as d'autres, hein. Tu vois, t'avais des Denver, mais Denver, il y a plus un côté, pour moi, plaque tournante autour de un talent générationnel, clairement. Et tu regardes les Pacers, c'est pas tant que ça. C'est pas autour de un mec, quoi. C'est pas tout le monde autour de LeBron James ou de James Harden. C'est pas tout le monde autour de Jokic. Et il y a pas ça. C'est pas tant ça. C'est vraiment un système global de mouvement pour mettre à mal des défenses qui sont de plus en plus dynamiques, mais mécaniquement elles peuvent pas gérer non plus tout un terrain ou faire autant de mouvements, quoi. Donc je pense qu'on est possiblement sur un début de révolution, je ne sais pas, mais peut-être une équipe marquante sur la prochaine vague de ça se trouve, dans 10 ans, on va se retrouver et tout le monde jouera comme ça, tout le monde jouera très vite parce que c'est comme ça que tu as la meilleure optimisation possible. Parce que t'imagines qu'avec leur niveau de talent pur, ils ont réussi à être la 2e meilleure attaque de NBA. Imagine si tu fais ça avec, avec l'effectif des Suns, avec des superstars de Boston, etc., quoi. Ouais, mais justement, je pense que c'est aussi parce qu'ils ont cet effectif-là qui font ça. C'est vrai. Tu vois, tu disais, on imagine ça avec l'effectif des Suns ou des Celtics, mais si tu as l'effectif des Suns, c'est-à-dire que tu as un KD, tu as Booker, tu vas peut-être pas mettre en place ce jeu-là parce que tu as des stars qui sont capables de créer de l'attaque de par eux-mêmes, en fait, tout seuls, sans avoir énormément de mouvements autour. Alors après, est-ce que c'est aussi efficace? Visiblement, non. Mais c'est ça, ouais. T'en as pas besoin, mais à quel point est-ce que si tu mets Kevin Durant là-dedans, à quel point en fait il serait pas encore meilleur en fait? Oui, après à quel point il l'accepterait? C'est ça aussi, exactement. Alors ça après c'est un autre débat, mais à quel point la star qui est une superstar va accepter d'être entre guillemets un pion parmi tant d'autres est-ce qu'il n'y a pas un côté, tu disais c'est la première fois un peu de l'histoire que tu vois vraiment ce truc me pousser au max. Est-ce qu'il n'y a pas un côté Spurs un peu, ou peut-être qu'on a une image un peu biaisée, mais tu sais, le côté Spurs des années Tony Parker, etc., deuxième partie. Spurs, c'était beaucoup le côté, je trouve, hein, alors c'était ça, mais c'était aussi beaucoup des joueurs hyper intelligents qui en fait étaient toujours dans l'adaptation en mouvement, le dribble, l'extra passe. Pour moi, c'était plutôt ça, mais je comprends l'analogie et j'ai envie de dire, c'est les Spurs, mais survitaminés avec le spacing de 10 ans plus tard, quoi.
Et Oui, oui. mais je rejoins tout. Oui, à mon avis, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et tu dis que c'est pas le même débat par rapport à la mentalité des superstars. Je suis pas sûr que ce soit pas le même débat. Parce que justement, tu sais, pour les révolutions, il y a toujours une barrière mentale à casser. Et tu te mets il y a 10-15 ans, tout le monde voulait pas shooter à 3 points non plus, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu automatique, quoi. Donc, je te rejoins là-dessus, et je suis pas sûr que ce soit un débat différent. Je pense que c'est totalement la même chose. Et que, en fait, le jour, je pense, mais le jour où on aura une équipe avec un niveau de talent pur de superstars, mais des stars qui accepteront de jouer comme les Pacers, c'est possible qu'on ait un truc de fou, en fait. C'est ça, la barrière, pour moi, la barrière de ça va être à quel point une star va accepter d'être, entre guillemets, un role player et la star, c'est l'équipe, en fait. Exactement. Ouais. Alors, c'est un peu ce qu'a été Curry, et ce qu'est Jack Exactement, Curry, ouais. mais qui n'a jamais vraiment été suivi, quoi. Il y a un Curry 2.0, il n'y en a pas eu encore. Mais encore, tu vois, Curry, c'est un aspect de... ça marche aussi parce qu'il y a un shoot à ce point fabuleux, mine de rien. Et là, là, il n'y a pas besoin d'avoir une qualité géniale, quoi. C'est juste que, est-ce que James Harden, est-ce que Devin Booker, James Harden, il est un peu free maintenant, mais est-ce qu'un Kawhi Leonard, lui aussi il est free, mais bref, t'as compris, est-ce que des superstars qui sont établis, qui ont leur style de jeu, est-ce que elles veulent vraiment se mettre à bouger et à lâcher la balle et à pas avoir leur isolation, à pas avoir leur pick and roll, à pas ralentir le jeu comme elles aiment le faire? Ça, c'est vrai que c'est une vraie barrière mentale, mais comme dit, les révolutions passent aussi par des barrières mentales un peu à faire tomber, quoi. Et franchement, moi, le jour où tu as une équipe de talent pur qui joue comme ça, je pense que ça peut être un truc génial. Mais voilà, pour l'instant, comme tu dis aussi, il y a peut-être un côté où c'est pas que de l'idéologie, c'est aussi, on n'a pas de talent pur, donc essayons de compenser d'une manière ou d'une autre. Donc il y a ça aussi, quoi. C'est ça que tu dis. Je suis peut-être pas objectif, mais il y a peut-être Tatum a peut-être un peu ce côté-là. Toute proportion gardée, mais ouais. Ce côté, on l'a vu cette saison, ce côté accepter de pas être la star qui a tous les ballons à chaque attaque. Mais oui, en tout cas, et c'est pour ça que je disais, je pense que beaucoup d'équipes, notamment jeunes, pourraient calquer un peu ce format-là en se disant, bon, on a 2-3 go-to guys, mais on n'a pas vraiment la superstar. Je sais pas, je peux penser au Magic, par exemple. On a le droit de dire ça. J'ai pas le droit de dire ça. Mais voilà, des équipes qui n'ont pas le joueur où tu dis, ok, je veux que tous les ballons passent par lui et qu'il fasse que du pick and roll à la Luka Doncic ou ce genre de choses là. Ouais. On n'a pas ce joueur là et du coup on va mettre en place beaucoup de mouvements pour compenser en fait le manque de talent pur, on va dire. Tu vois, il y a 20 ans, on avait Mike D'Antoni et les Suns qui commencent à faire le 7 seconds or less. Donc, alors, allez lire le livre traduit par Lucas d'ailleurs, les Suns à la vitesse de la lumière si vous voulez. Mais c'était, on remonte la balle, on prend un 3 points direct. Il y a 20 ans, c'était, mais non, mais pourquoi vous faites ça? C'est nul. 20 ans plus tard, prendre des 3 points en transition, c'est la norme en fait. Parce que c'est un 3 points ouvert, c'est un tir ouvert. Donc dès que tu as un tir ouvert dans la position, même si c'est au bout de 3 secondes, tu le prends, quoi. Donc ouais, il y a un côté évolution du jeu qui passe aussi par ça. Et peut-être Boston, il y a un côté spacing, il y a peut-être pas autant de mouvements, mais il y a un côté spacing, mais ouais, j'ai hâte de voir en tout cas. J'ai hâte de voir. Et d'ailleurs, autre stat un peu marrante pour finir sur l'attaque. Toi aussi, tu pourras en dire si t'en as d'ailleurs, mais j'avais noté au niveau des four factors, je sais pas si tu les avais un peu les stats de four factors des Pacers en attaque. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les 4 facteurs stats qui définissent soit une attaque, soit une défense. Mais tu regardes leurs 4 facteurs, donc les 4 c'est adresse, rebond, turnover et lancer franc. Et donc en fait, ils sont pas si bons que ça sur les facteurs, sur les différents facteurs. Notamment au niveau des lancers francs, ils sont que 24e sur 30. C'est pas top, 24e sur 30. Au niveau du rebond offensif, pas tant que ça, ils sont dans la moyenne, 15e sur 30. Et pourtant, ils sont élites en attaque. Alors qu'ils ont quand même des facteurs, certains domaines du jeu où ils vont pas gratter plein de valeurs, lancer franc, rebond offensif. Mais parce que on parle souvent des four factors, mais quel est le plus important, celui qui qui en fait a le pouvoir sur les autres, c'est l'adresse en fait, c'est l'IFG, donc c'est l'adresse, et donc là-dessus ils sont élites, et donc c'est pour ça qu'ils ont une attaque d'élite, même s'ils vont pas chercher de lancer franc, même s'ils vont pas chercher beaucoup de rebonds offensifs, le fait est qu'ils mettent beaucoup leur panier de par ce mouvement, de par ce rythme, donc voilà, on a quand même pas mal parlé de cette attaque assez géniale qui en effet est révolutionnaire. En effet, de l'autre côté aussi, c'est parce que si ça se trouve, si Rick Carlisle il avait eu Devin Booker et Kevin Durant, il n'aurait pas joué comme ça non plus. Donc c'est peut-être aussi un côté aller chercher eux de la valeur où on peut. Mais voilà, je assure, parce que tu sais, toi, tu es aussi fan de NCAA, vu que tu fais la draft et tout ça. Moi, ça me fait aussi penser un peu à UConn, tu sais, avec Hurley. Non, c'est Dan Hurley, non, c'est ça le nom.
mais qui voilà, lui il est arrivé, il met son système où tout le monde bouge tout le temps, et ça marche du feu de Dieu, quoi. C'est une des meilleures attaques, si ce n'est la meilleure attaque de NCAA, non? Oui, c'est puis en plus, alors on va le voir avec les prospects qui sont arrivés en NCAA, enfin en NBA, pardon, et qui viennent de UConn. Mais c'est une équipe justement avec beaucoup de mouvements, et c'est vrai qu'on peut potentiellement faire une analogie Pacers-UConn. On peut dire que UConn c'est un peu les Pacers de la NCAA, oui, on peut le voir comme ça. Bref, donc voilà pour l'attaque des Pacers. On peut continuer. Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Pacers 2024? Alors on va partir sur de l'individuel, et c'est 44%, qui est le pourcentage de la fréquence au cercle de Pascal Siakam, quand il arrive aux Pacers, et qui le classe dans le 80e percentile à son poste. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, il y a dans les joueurs qui jouent un certain nombre de minutes, hein, on enlève ceux qui jouent que 10 minutes par match, il n'y a que Obi Toppin devant lui, en termes dans les joueurs qui prennent plus de tirs, enfin qui shootent avec une grosse fréquence au cercle. Il y a vraiment que Obi Toppin, et donc, alors d'un côté, c'est positif pour les Pacers parce qu'en fait, ils ont besoin un peu de cette rim pressure pour ouvrir les shoots à 3 points. Et c'est notamment une des explications d'ailleurs de l'excellent offensive rating des Pacers, on l'a dit, de la finition près du cercle. Vu qu'ils prennent pas tant de 3 points que ça, il faut bien que leur efficacité vienne de quelque part. Et donc elle vient des joueurs comme Toppin et notamment Siakam, qui ont un régime assez conséquent de tirs près du cercle, et où en plus ils sont très efficaces, parce que Toppin est à 77% de réussite et Siakam à 69%. Par contre, il y a aussi un côté, il y a un peu deux côtés, deux faces à ce pourcentage-là. C'est que d'un autre côté, cette stat elle montre aussi quelque chose de négatif, c'est que il y a certains joueurs sur lesquels tu t'attendrais à les voir shooter, à avoir une plus grosse fréquence en fait près du cercle. D'avoir Siakam dans les joueurs qui shootent le plus près du cercle chez les Pacers, c'est pas choquant. Par contre, de voir qu'en fait c'est un peu le seul à le faire, ça c'est un peu plus embêtant, je trouve, et je pense notamment à un certain Tyrese Haliburton qui va très très peu au cercle. Mais ça, on en parlera peut-être après d'Haliburton. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite stat sur Siakam et sa fréquence et son efficacité près du cercle qui est très intéressante, je pense, pour les Pacers. Et comment tu juges un peu du coup la greffe Siakam qui est arrivée en janvier, février, je sais plus exactement, et qui a été prolongé, donc il va refaire partie de cette équipe évidemment pour la suite. Mais on peut dire quand même que déjà il apporte un peu de défense, mais même offensivement le fit était assez bon parce que lui aussi c'est un mec qu'on remet en mouvement, donc dans cet espace il s'est un peu régalé, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on voit le régime de tir que prend les Pacers, c'est-à-dire, comme on l'a dit encore une fois, hein, beaucoup de tirs près du cercle, et finalement, au niveau des 3 points, ils sont plutôt dans la moyenne, mais ils sont pas excellents ou très mauvais en termes de fréquence. Finalement, un Siakam, ça fait pas mal de sens, parce que c'est un joueur que tu veux qui finisse beaucoup près du cercle. Tu veux pas d'un Siakam qui prend 7-3 points par match, en fait. Ouais. Et donc finalement, il y a un profil qui est très intéressant par rapport au type de jeu que propose Carlisle. Alors moi, la stat que j'avais sur Siakam, c'était 54, moi. C'était pas 44, c'est 54. Moi, c'était le pourcentage de paniers assistés de Pascal Siakam. Parce qu'en fait, c'est depuis son explosion offensive, explosion offensive en 2020. 2019, il est encore, c'est une partie importante de l'équipe qui est championne, mais il n'a pas encore pris ce volume offensivement. Mais donc depuis 2020, il a des pourcentages de paniers assistés, donc créés par autrui, et qui sont consécutifs à une assist, de 48%, 42%, 37%, 40%. Et donc là, ça monte à 54%, donc beaucoup plus de ces paniers ont été assistés par un coéquipier, donc créés par un coéquipier, ce qui fait que en fait on a un peu ce côté où il est moins créateur, et il est aussi beaucoup plus servi par des coéquipiers. Et quelle est donc la conséquence directe? C'est qu'en plus on a une efficacité qui est retrouvée aussi, hein, une bien meilleure efficacité. On est donc 104 de true shooting plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus 4% par rapport à la moyenne NBA au niveau du scoring individuel, plus 4%, alors que
comme dit, depuis son explosion en tant que joueur majeur offensivement en 2020, c'était 98, 96, donc 98 moins 2%, 96 moins 4% par rapport à la moyenne, 100 et puis 97 moins 3%. Donc voilà, on a quelqu'un qui, de nouveau, qui était un go-to guy, mais peut-être pas un go-to guy de chapeau 1, je pense qu'on peut le dire, hein, quand il était à Toronto, et qui là est placé, c'est pas forcément en lieutenant, c'est juste qu'il est placé dans un contexte tactique qui est aussi très différent. Tu vois, je pense que, bon, en termes de responsabilité au scoring, il n'est pas forcément moins bon ou plus bas qu'à Liberton, mais c'est juste qu'il a été replacé et repositionné dans un système qui lui demande moins de créer lui-même. Donc, on a ce truc où il est plus assisté. Comme tu dis, il va plus au panier, et donc forcément, il est plus efficace. Et même au niveau de ses 3 points aussi, il est beaucoup plus assisté au niveau de ses 3 points. Donc, là, on crée aussi beaucoup plus des 3 points comme lui. On attend aussi moins de pull-up à 3 points pour lui. Et c'est ce qui fait que, voilà, on a un Siakam qui retrouve une rentabilité, je vais pas dire ça parce qu'on a quand même un joueur hyper intéressant, et moi c'est vrai que c'est un joueur que j'adore parce que il a des faiblesses, il a pas trop de pull-up, en tout cas à un niveau limité, et même en termes de scoring c'est pas la folie sur la création pure, mais ce que j'aime beaucoup c'est un profil extrêmement complet de défenseur qui, on l'a vu dans ses meilleures périodes, qui était clairement un défenseur de niveau all defense ou pas très loin en tout cas, plus ce profil de attaquant très polyvalent avec la balle, sans la balle, un peu de catch and shoot, même si pas des tonnes, et puis même le passing aussi, qui est hyper intéressant. Donc, en fait, c'est vraiment le poste 4, entre guillemets, moderne, donc, en tout cas très hybride de NBA, qu'on met dans un système, comme on l'a dit, qui se base sur le mouvement, sur l'espace, et sur le fait de pouvoir dribbler dans cet espace. Siakam, il est parfait pour ça, et en plus, donc, il va aider en défense. Si on retrouve un Siakam de très haut niveau défensif, comme on l'espère que ce sera le cas, mais ouais, je pense que la greffe, elle est assez géniale, quoi. Le coup d'aller le chercher pour ensuite le prolonger, franchement, on peut le dire que ça a été une opération extrêmement rentable, parce que dans le lot, tu t'envoies quoi? T'envoies Bruce Brown, que tu venais de signer 3 mois avant, plus quelques tours de draft peut-être, mais franchement, c'est peut-être le poste 4 qui colle le plus à l'identité offensive de l'équipe, je trouve. Oui, puis ça recoupe la stat que tu as donnée sur son nombre de paniers assistés, ça recoupe avec ce qu'on disait sur le type de jeu en fait proposé des Pacers, et le fait de Ouais. partir sur du jeu avec beaucoup de passes, beaucoup de mouvements, et finalement pas vraiment de beaucoup d'isolation. Ouais, effectivement. Après, comme dit, hein, il a 30 ans, quid de la défense, quid du shoot aussi, mais j'ai quand même bon espoir. J'ai quand même bon espoir là-dessus. Donc voilà pour Siakam, qui je pense, on peut dire, fait bonne fin de saison. Et puis oui, enfin, je n'ai même pas précisé, mais c'est un mec qui a passeur, porteur de balle. Dans ce système, ça fait du bien aussi, quoi. Donc c'est la force de ce système, c'est que tu as plein de porteurs de balle. T'as Liberton, t'as McConnell qui sont backup, mais je veux dire, même ensemble sur le terrain, tu peux avoir des Dembar, tu peux avoir des Siakam. Enfin bref, la multiplicité des porteurs de balle fait aussi qu'on a ce jeu avec plein de passes partout, très fluide. Bref, je crois que tu as des stats sur Liberton, hein, si je dis pas de bêtises, donc je vais pas en parler tout de suite, j'attendrai que tu le fasses. Est-ce que, tiens, je vais dire 42, ma troisième stat du jour, moi, 42. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? C'est une efficacité à 3 points. Sur un joueur, est-ce que tu le connais? Je crois que tu le connais bien en plus. 42% à 3 points. Ah c'est Aaron Nesmith. Exactement, c'est Aaron Nesmith qui nous fait une saison à 42% à 3 points, sur en plus 4 tentatives et demie par match, hein, donc c'est plutôt un bon volume. Et c'est vrai que c'est une vraie satisfaction, je pense, niveau Pacers, parce que enfin une grosse saison au shoot, quoique je dis ça, mais déjà l'an passé il était à 37% à 3 points sur 4 tentatives également, donc c'est pas mal, sachant aussi en plus que à la fac, bon, le volume est réduit, les distances aussi sont réduites, les distances de 3 points NCAA, mais il était déjà à 41% en NCAA à 3 points. Mais voilà, c'est vrai qu'on a une vraie belle saison de l'explosion, je trouve, pour Nesmith, qui a un énorme temps de jeu, qui apporte de la défense on-ball, défense off-ball aussi, qui a un impact et un punch sur tout ce qui est transition, on en a déjà parlé, sur les cuts, sur le jeu off-ball, et qui donc maintenant a un 3 points qui commence à être très fiable. Donc, mine de rien, ça nous fait quand même un bon petit joueur que Boston avait un peu abandonné pour aller chercher Brogdon à l'époque, qui à mon avis était à l'époque un coup assez magistral. Mais au final, on se retrouve 2 ans après et on voit que ce pari, finalement, il commence à être gagnant côté Pacers parce que finalement, on a récupéré, je pense qu'on peut le dire, un vrai joueur de niveau titulaire NBA. Oui, et puis c'est un joueur, et on le voyait déjà à Boston, qui ne demandait qu'à avoir le shoot en fait qui se règle, parce que c'est un joueur qui mettait beaucoup d'énergie en défense et qui faisait beaucoup d'efforts en défense. Il était parfois un peu naïf, et il y avait vraiment un naïf, et il y avait un peu le côté il voulait sauter partout pour prendre tous les rebonds, pour prendre tous les contres, et parfois un peu trop
quitte à faire des fautes en fait. Et donc ça, défensivement, on savait que avec l'expérience, ça allait venir, qu'il allait faire moins de fautes, être un peu plus structuré, on va dire, dans son jeu défensif. Offensivement, on savait aussi que c'était juste une question histoire que le 3 points se règle en fait. Et une fois que c'était réglé, bah oui, t'as ce profil un peu de 3&D très très recherché en NBA. Donc je suis pas étonné du joueur, de l'importance du joueur qu'il est une fois qu'il a réglé ce shoot à 3 points. Comment tu le catégoriserais défensivement? Quel niveau? Est-ce qu'on est déjà à un niveau all defense? Est-ce qu'on est sur bon mais pas plus? Est-ce qu'on est quelqu'un qui peut surtout défendre les petits mais pas les gros, ou l'inverse? Comment est-ce que tu l'évalues défensivement? Je pense que c'est un joueur qui... bon alors il est encore jeune donc il peut me faire mentir. Je pense pas que ce sera un jour si c'est le meilleur défenseur de ton équipe, c'est pas bon signe. Par contre, il peut être dans le top 3 de tes meilleurs défenseurs dans une équipe qui défend tout de même très bien. Ouais. Donc voilà, je pense pas que c'est pas un KCP par exemple que tout le monde peut s'arracher, mais je pense qu'il est un peu dans le tiers juste en dessous, on va dire. Ok. Bon après c'est déjà extrêmement bien pour le coup. Ah oui, on est d'accord. Oui. Et puis il a quoi? Il a 23, 24 ans 24 ans, je crois. Ouais, 24, il va sur 25. Ah ouais, donc drafté un peu plus tard, hein, si je dis pas de bêtises. Il fait 2 ans à Vanderbilt. Ouais, c'est ça. Mais en plus, je crois que là où c'est un excellent coup pour les Pacers aussi, c'est qu'il avait été prolongé avant la saison, ou en tout cas il y a un moment, avant l'explosion de cette année en tout cas. Et voilà, il est à 11 millions pour 2025, 11 millions pour 2026, 11 millions pour 2027. Pour un mec qui est titulaire à 28 minutes par match, c'est un des meilleurs contrats d'NBA, hein, je pense qu'on peut le dire assez clairement. Et bon, si le shoot est pour de vrai, c'est génial, et je pense qu'il est pour de vrai, parce qu'il y a plein d'indicateurs, hein, comme dit sur son passif, même au niveau lancer franc, j'ai pas dit, mais 80% lancer franc, presque 81 en carrière NBA. Ouais, ça va comme indicateur. Enfin, lancer franc, toujours un bon indicateur, hein, du niveau de shoot, donc c'est pas mal. Et ce que j'aime bien aussi, c'est il y a un aspect de playmaker défensif que je trouve très intéressant. Tu vois, je pense pas qu'on soit sur un niveau de All Defense chapeau 1, par exemple, à la Paul George, en termes de protection de panier, en termes de ce genre de couverture. Bon, en même temps, je parle du meilleur des meilleurs, quoi, de le Robert Covington, Paul George et tout, qui font un dépassement de fonction, en fait, qui vont protéger le panier bien mieux que leur poste ne devrait. LeBron James aussi à l'époque, etc., Dwayne Wade. Je pense pas qu'on soit sur ce niveau-là off-ball, mais par contre, on n'a pas ce volume-là, mais on a un playmaker défensif de très haut niveau, en termes de création de turnover, création de blocs aussi sur des trucs parfois un peu athlétiques dans le périmètre, ou même parfois au panier, ça peut arriver. Mais tu vois, notamment, quand on fait un filtrage, plus de 1,4% de steal percentage comme lui, et plus de 1,2% de block percentage comme lui, parmi les extérieurs, il y a que 12 joueurs NBA qui répondent à ces critères. Donc voilà, il est avec des Caruso, des Derrick White, des HDA, des Herb Jones. Voilà, il est en bonne compagnie avec une dizaine de joueurs NBA qui sont à ce point playmaker défensif, comme on dit. Donc, ce qui fait que, ouais, on a un package extrêmement intéressant de punch en attaque, explosivité, le shoot désormais, le playmaking défensif, plus la défense on-ball aussi, qui est hyper intéressante sur pas mal de postes. Tout ça à un salaire de 11 millions l'année. J'ai envie de dire, ouais, c'est un des meilleurs contrats de l'année, un des meilleurs contrats de NBA tout court, en fait. En plus, ce playmaking défensif, c'est quelque chose qu'on avait vu par bride à Boston, parce qu'il jouait très peu, mais même déjà à la fac, c'était un joueur qui, alors comme j'ai dit, quitte à faire beaucoup de fautes, malheureusement, ce côté un peu naïf, on va dire sa jeunesse, c'était un joueur qui faisait pas mal de fautes, mais il avait déjà ce côté beaucoup d'interceptions et beaucoup de contres par rapport à sa taille et son poste. C'est un joueur qui, voilà, je vérifiais les stats, il tournait dans sa dernière année à Vanderbilt à 2,6% de block percentage et 2,3% de steal percentage. Ouais. Ce qui est de très bonnes stats, encore plus pour un joueur, comme dit, de sa taille. Il fait moins de 2 mètres, hein, je crois qu'il fait 1m96 ou 98, quelque chose comme ça. Il fait 6,5 de haut, ouais, effectivement, donc ouais, effectivement. Mais je crois que tu me dis, hein, mais il me semble que les steal percentage et block percentage de NCAA sont un peu plus hauts, les standards, que NBA, je crois, parce que je crois que Rich Shepard, le nouveau drafté là, par les Rockets, il a 5% de steal percentage, ce qui en NBA serait à peu près le record all-time, au-dessus de tout ce que vous voulez, quoi. Michael Jordan plus Scottie Pippen plus tout ça ensemble, ce serait quand même au-dessus, quoi. Oui, bien sûr, non, faut pas comparer le block percentage, par exemple, de NCAA avec le block percentage de NBA, évidemment. Ouais.
Ouais, mais on a quand même ce côté playmaker depuis toujours, en fait. Hein, c'est un peu ça que tu nous dis. Donc ouais, énorme satisfaction, je trouve, Naismith pour cette saison. Et au passage, les fans de Boston ne regrettaient pas d'avoir laissé filer un titulaire NBA, parce que ça a servi d'avoir Brogdon, qui lui-même ensuite a servi à avoir Joe Holiday, qui lui-même a servi à avoir un titre NBA. Donc ça va, pas trop de regrets a priori, Titouan, pour Boston. Non, on attend, on va faire encore une année comme ça, et après on enverra Joe Holiday aux Pacers en échange d'Aaron Naismith. Ouais, ce qu'on appelle le recyclage pour une équipe qui joue en vert. C'est très bien vu. Bref, avançons. Quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour les Indiana Pacers 2024 ? Eh ben, t'en as parlé, on va en parler d'Haliburton. Et c'est 22%. Je reste sur la fréquence de tir au cercle, et qui est donc le pourcentage de la fréquence de tir au cercle d'Haliburton, 22%, qui le place seulement 47e au percentile à son poste. Si on étaye un peu, c'est 12,1 drives par match. Il est derrière des joueurs comme Dennis Schroeder, comme Colin Sexton, comme Cam Thomas, qui est quand même un joueur connu pour être surtout friand de pull-up à mi-distance. Donc voilà, c'est une stat qui est, même si on savait qu'Haliburton c'est pas un joueur de drive, c'est pas un Donovan Mitchell, un De'Aaron Fox, on sait que c'est pas un joueur comme ça. Je pense que les Pacers gagneraient à avoir un ball handler qui met un peu plus de pression au cercle. Oui, mais après, est-ce que ça affecte son efficacité ou pas pour l'instant, au niveau du cercle et des drives notamment? Alors, j'ai pas l'efficacité. Ou l'efficacité au panier, elle est à combien? Elle est à 68%. Donc ce qui est bon, voire très bon, parce qu'il est dans 81e percentile, donc ça le classe oui, donc plutôt bon, voire très bon, et il est à 57,5% en efficiency, field goal percentage, pareil, 81e percentile. Donc il est bon, mais il est pas non plus tout en haut, quoi. Ouais, mais il y a un peu alors les comparaisons avec Chris Paul, je suis fautif de les faire depuis des années avec lui, notamment sur le côté distribution de jeu versus scoring, mais même au niveau du scoring, tu vois, je trouve qu'il y a un côté très Chris Paul, parce que Chris Paul a toujours été ultra efficace. Mais pourquoi ? Parce qu'il prenait aussi que les tirs où il était à peu près sûr de mettre. Il y a un côté sélection de tir à la base, filtrage à la base, où Chris Paul, c'est des limitations. Et donc, c'est soit il va au panier et c'est ouvert et il arrive à se créer une ouverture, et donc il y va, et il est très efficace quand il prend les tirs. Mais voilà, Chris Paul n'avait pas ce côté de forcer la décision. Il y avait une défense qui était étouffante au niveau du panier. Bon, il pouvait pas, malgré tout, aller au panier comme un LeBron, comme un Luka Doncic, et un peu aller, entre guillemets, forcer la décision. Et tu vois, je trouve que c'est un peu pareil avec Haliburton, parce que en effet, tu as parlé du nombre de drives par match. Donc, minimum 10 drives par match. J'ai fait un filtrage, là, sur mes tableaux Excel. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6e meilleure efficacité. Parmi les gros drivers sur 56 joueurs à plus de 10 drives par match, il est 6e. Bon, ça va, c'est pas mal, hein, donc c'est clairement l'élite, mais je te rejoins qu'il y a un côté volume peut-être plus important, parce que efficacité, comme dit sur les tirs où il prend, on sait qu'il est bon, avec son toucher de balle, avec son intelligence de jeu, etc. Mais c'est vrai que toi, tu dirais à quel point est-ce qu'on pourrait pas gagner un peu en grattant sur un côté de plus agressif et plus pression au panier, en fait. Bah c'est ça, vu qu'en plus on sait qu'il a, comme tu l'as dit, il a un très bon toucher, c'est un bon finisseur. Je me dis c'est un peu dommage de le voir peut-être de le voir ne pas driver beaucoup plus, surtout que au-delà de la finition en elle-même, des drives d'Haliburton, c'est des défenses qui vont devoir se resserrer, et en plus derrière ça, au-delà de la finition, Haliburton il a le côté passing, compréhension de jeu, vision de jeu, pour ressortir à 3 points, pour trouver peut-être un coéquipier ouvert dans le dunker spot ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est un peu marrant sur cette drive par match, c'est que avant que Siakam arrive, il était à 13,5, et une fois que Siakam est arrivé, il est redescendu à 9,8. Et donc je pense qu'évidemment, il y a aussi un côté où, vu qu'il y a Siakam, on en a parlé, qui finit beaucoup près du cercle, il y a ce côté un peu, finalement, est-ce qu'on en a besoin d'un Haliburton qui va plus driver au cercle, alors qu'on a un Siakam qui est un peu dans le même secteur, finalement. Alors je me demande à quel point c'est pas
un élément de corrélation, Siakam, un peu le hasard, mais par contre, il n'y a pas plus un lien de causalité avec sa blessure, en fait, aussi. Ou alors c'est peut-être les deux ensemble, ouais, tu me diras. Mais c'est vrai qu'il avait fait un début de saison assez tonitruant. Et puis, on a vu que c'était plus compliqué en deuxième partie de saison. Il est quand même revenu, donc ça, c'est quand même bien, il a joué. Mais on n'était pas au même niveau qu'en début de saison. Donc peut-être aussi que clairement, tu vois, quand t'es un peu blessé, qu'est-ce qui souffre en premier? C'est pas le jump shot, c'est le drive, quoi. Donc peut-être aussi que c'est venu jouer dans l'équation, quoi. Et puis il y a peut-être aussi un autre paramètre, c'est le spacing, qui ne l'a pas aidé, parce que quand Siakam arrive, Siakam c'est un moins bon shooter que Bruce Brown, qui fait le chemin inverse, et à peu près dans la même période, il trade Buddy Hield aussi. Donc tu perds Bruce Brown et Buddy Hield pour finalement gagner Siakam. Donc en termes de spacing, t'as du Toppin qui a du temps de jeu, du McConnell qui a du temps de jeu, même Nembhard qui fait une bonne saison à 3 points, mais un volume ils sont pas vraiment respectés à 3 points. On l'a vu d'ailleurs en playoff face à Boston. Donc finalement, oui, quelque part, peut-être que le spacing qui s'est peut-être un peu détérioré par rapport au personnel que t'avais après la deadline, l'a peut-être pas aidé dans son nombre de drives par match. Mais alors du coup, moi j'ai des stats aussi là-dessus. Moi j'avais 2 et 3 mes stats. C'est deuxième et troisième en NBA. Les numéros 2 et numéro 3 de NBA sont aux Pacers au niveau du classement de l'assist percentage par usage percentage. Donc par le ratio de playmaking. Qu'est-ce que c'est, je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est le nombre de fois où tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons, grosso modo. Donc tu as tendance à faire du passing plutôt que du playmaking. Et donc les deuxièmes et les troisièmes meilleurs de NBA, et ben ils sont en Pacers les deux. C'est Haliburton et McConnell. Et bon, McConnell, on le connaît, meneur pass first, etc. Le premier, c'est Chris Paul qui est en train d'exploser les records parce qu'en fait, il est de moins en moins scoreur, de plus en plus vieux. Donc, il force de plus en plus sur le passing. Le ratio va de plus en plus vers le côté passing. Mais non, alors du coup, Haliburton qui est deuxième de NBA là-dessus. Moi, c'est vrai que je trouve qu'on continue un peu sur cet aspect de Haliburton dans la fibre très, justement, un peu meneur pass first. Donc on rejoint un peu ce que tu disais sur le côté pression au panier, voire scoring au panier. Mais c'est vrai c'est un des points d'interrogation que je me suis dit assez tôt dans sa carrière, c'est à quel point est-ce qu'il peut évoluer là-dessus et justement pas faire comme Chris Paul, mais rééquilibrer un peu et forcer un peu plus sur le scoring, vu qu'il est extrêmement capable de scorer en termes d'efficacité, notamment en termes de drive, en termes de pull-up. Enfin, il a vraiment tout. Donc c'est vrai que moi, à chaque fois ou chaque année, je vois un ratio qui à ce point tend vers le playmaking plutôt que un ratio plus équilibré où il forcerait un peu plus le scoring, et donc forcer un peu le scoring, ça pourrait en faire un go-to-guy, du scoring beaucoup plus intéressant, notamment je trouve. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est pas décevant, mais en tout cas on fait le constat oui, on reste sur un peu ce modèle, tu vois, le ratio de 1,50 de ratio de playmaking à 1,50, on est clairement dans la zone des pass force, d'ailleurs comme j'ai dit, il est deuxième de NBA, donc on est clairement sur très très orienté passing, et bon, c'est peut-être la première année, je trouve, où on n'a pas un step-up énorme en fait sur le plan d'un point de vue individuel, puisque 29% d'usage, un peu comme l'an dernier, même efficacité à peu près que l'an dernier, modulo une efficacité à 3 points qui est un peu tombée parce que blessure, etc. Mais voilà, l'an dernier 40%, cette année 36%, mais on sait que la norme pour lui c'est plutôt 40 que 36, mais donc à peu près même efficacité que l'an dernier, modulo ce côté un peu aléatoire parfois du 3 points, même turnover, même passing aussi, etc. Donc pareil en 23 qu'en 24. En fait, j'ai l'impression que les gens ont vu un step-up cette année, mais juste parce que aussi Indiana a fait un step-up collectif, et donc c'est plus facile de reconnaître du talent, en fait, de dire voilà, il est bon, mais parce que l'équipe est bonne. Mais en fait, je dis ça aussi parce que pour moi, en fait, il était déjà élite l'an dernier en 2023. Oui. Même si on plonge un peu justement, si on compare par rapport à sa saison passée, typiquement dans les tirs, il prend un peu plus de mid-range qu'il prenait l'année d'avant. S'il prend plus de tirs à 3 points, plus de mid-range, c'est qu'il y a un type de tir qu'il prend moins, forcément, pour équilibrer. Et c'est cette fameuse finition près du cercle, où il va avoir tendance à je dis pas qu'il a remplacé exactement ces tirs-là, mais enfin mathématiquement c'est ça. On va dire qu'il a quasiment remplacé les petits drives qu'il faisait en plus, ou du moins la finition près du cercle qu'il faisait en plus, il l'a remplacé par des shoots mi-distance, notamment des longs mi-distance. Et toi, à quel point tu penses que, parce que tu parlais de pression en panier là par exemple, et moi je parlais de ce côté ratio de playmaking qui penche vers le passing, mais à quel point tu penses que c'est crédible, toi, qu'il se transforme un peu de plus en plus vers un profil plus équilibré, et donc plus avec plus des accents de go-to-guy du scoring peut-être,
Ou est-ce que tu imagines plutôt rester dans ce côté très Chris Paul des années 2020, un bon volume de scoring, mais aussi très, très dédié au playmaking? Comment est-ce que tu vois un peu l'évolution future d'Haliburton, qui a quoi, 23, 24 ans maintenant, 23, je crois? 24, je crois. Maintenant, il doit avoir 24. Ouais. Mais alors, en fait, quand on regarde l'efficacité de ses shoots, et finalement, au-delà des shoots à 3 points, c'est un joueur qui shoot aussi beaucoup, qui crée beaucoup qui tire beaucoup en sortie de dribble, en fait, qui peut aussi shooter sans forcément être assisté. Ouais. Et quand on regarde l'efficacité, on se dit que c'est un joueur qui peut se muer en scoreur. Après, est-ce qu'il doit, ou est-ce pour le bien des Pacers, on en revient un peu au type de jeu que proposent les Pacers dans une équipe qui fait beaucoup de passes, beaucoup de mouvements. Dans ce genre de jeu-là, c'est plus valuable d'avoir un joueur un peu passeur first à la Haliburton, qui du coup va fluidifier le jeu, va aider en fait au mouvement du ballon, plutôt que d'avoir un scoreur qui va faire beaucoup de pull-up et qui du coup va ralentir le mouvement de balle, et où autour ça va peut-être beaucoup moins bouger en fait. Donc je pense que il est très bon dans le rôle qu'il a, et en plus c'est le rôle qu'ont besoin les Pacers pour jouer ce type de jeu-là. Ouais. Moi, c'est juste que, pour moi, là, il est assez clairement top 20, top 25 NBA. Mais j'avoue que pour moi, pour être top 5, il faut quand même un peu plus cet aspect de scoring. En tout cas, le scoring pourrait le propulser dans une catégorie supérieure, à mon sens. Parce que je vois pas comment, actuellement... Alors, tu me diras, comme dit, il est déjà top 20, donc s'il fait ça pendant 10 ans, c'est tant mieux. Mais j'avoue que c'est peut-être le scoring qui pourrait le propulser vers le haut encore plus, quoi. Aller titiller le top 10, top 5 NBA, mais je sais pas trop à quel point il veut. Et à la limite, tu vois, je sais qu'on perdrait un peu en efficacité, mais c'est pas très grave parce qu'il part de tellement haut que, en fait, je suis prêt à l'assumer, enfin, l'assumer, c'est pas moi, mais je ferai largement le compromis de un peu moins efficace, mais parce qu'un peu plus tranchant, un peu plus implacable au scoring. Et je dis ça d'autant plus que c'est une évolution qu'un mec comme Chris Paul n'a jamais vraiment voulu faire, quoi. Et que ça a sans doute toujours été un peu un frein pour moi, et ce qu'il a un peu gardé, ouais, ok, t'es top 10 NBA, mais t'es jamais vraiment top 3, quoi, à mon sens. Et est-ce que la venue le trade pour Pascal Siakam, il est pas fait dans ce sens-là où ils se disent, on veut garder le Haliburton passeur, et du coup on lui rajoute à ses côtés un joueur qui lui aussi est capable de scorer, et du coup plutôt que de faire d'Haliburton un scorer first, on va le laisser en tant que passeur first, mais qui est quand même capable de se créer son tir, et on lui rajoute un joueur capable lui aussi de se créer son tir à ses côtés. Oui, peut-être, ouais, peut-être. Mais après, je sais pas, ça m'irait aussi qui devienne un peu héliocentrique, et donc oui, tu fais toujours autant de passes, mais tu prends aussi beaucoup plus de tirs. Donc le côté beaucoup plus monopolisateur de jeu, je serais pas contre. Je sais pas, moi en fait, je trouve qu'il a tellement des qualités de scoreur assez impressionnantes que, enfin voilà, on va pas dire de non parce que on veut pas heurter les familles, mais il y a des joueurs NBA qui forcent beaucoup plus sur le scoring sans du tout avoir ce genre de responsabilité, et qui du coup collectivement et par les grands publics sont clairement perçus comme supérieurs, ou comme très bons, ou comme élite, quoi, tu vois. Alors que, voilà, encore une fois, on va pas dire de non, mais voilà, j'entends Jalen Brown dans mon oreille. c'est vraiment frustrant parce que je pense qu'il pourrait faire plus, quoi. C'est là-dessus où je comprends ce que tu dis, oui, mais c'est bien pour les Pacers qui jouent comme ça, etc. Et en un sens, je suis d'accord, mais je me dis, purée, t'as une chance d'être top 5 NBA et en fait d'être toujours aussi passeur, ou d'être en tout cas très passeur. C'est juste que, tu vois, ce fameux ratio de playmaking, il suffit juste que une possession sur 3, plutôt que de faire une passe comme avant, ou une sur 4, plutôt que de faire une passe, tu prends ton tir, quoi. Je caricature beaucoup, mais il y a un peu cette idée, pour moi, je pense qu'il y a un potentiel de score assez implacable, peut-être pas au niveau des tout meilleurs, mais ouais, clairement, pour moi, on pourrait avoir un mec beaucoup plus, quoi. Donc, c'est à la fois une frustration, mais aussi à la fois, comme tu dis, c'est aussi l'illustration de la valeur de son profil, qui peut aussi en faire tout. Il fait ce que l'équipe a besoin, et il aide l'équipe aussi en un sens, et avec cette propreté qui va avec, hein. Donc ça me va aussi. Mais tu vois, si on creuse un peu au niveau des chiffres, puisqu'on parle de ça, mais je trouve qu'on n'est pas sur un mec qui monopolise le jeu, on n'est pas sur un mec qui est à ce point transcendant, surtout qu'on en a parlé au niveau de l'attaque, cette attaque un peu révolutionnaire. L'attaque d'Indiana, c'est quand même beaucoup de collectifs, et beaucoup de mouvements de balle, et beaucoup de participation un peu tout le monde, quoi. Donc, dans la théorie, on n'est pas vraiment sur un joueur qui est transcendant et au centre de tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vu qu'on a un peu loué ce collectif et ce mouvement global, on peut pas dire que c'est Haliburton qui est responsable de tout
un peu comme on disait, je sais pas, je prends un exemple, mais Jokic en 2022, tu sais, quand il joue avec des Campazzo, tout le monde est blessé, il joue avec des bouts de bois à côté. Bon, l'équipe, c'est lui, les points, c'est lui, et c'est lui qui dicte tout, en fait, hein. Et quand il est pas là, quand il est pas sur le terrain, c'est cata, et quand il est sur le terrain, c'est top 4 de conf. Voilà, il y a ce côté un peu transcendant de l'individu. Et je trouve qu'on n'a pas totalement ça avec Haliburton, notamment peut-être parce qu'on n'est pas encore sur une version qui force beaucoup le scoring, mais mettons ça un peu de côté. En tout cas, sur le bilan 2024, on n'est pas totalement sur ce niveau d'impact un peu transcendant en tant qu'individu. Et d'ailleurs, on va regarder au niveau des on-off, ça reflète un peu ça. C'est-à-dire que le on-off avec et sans toi, on est par 100 possession plus 4,6, plus 4,6 par 100 possession au niveau du on-off offensif. C'est bien, c'est pas élite. Encore une fois, c'est pas transcendant. C'est-à-dire que c'est très bien par rapport à son poste et par rapport au joueur NBA, mais on est loin de, Jokic, quand à lui tout seul, il est l'équipe ou il était l'équipe. Curry aussi, qui à lui tout seul pouvait être l'équipe totalement en attaque et qui vont flirter avec les plus 10, tu sais, parfois de on-off offensif. Voilà, lui, il est que à plus 5, grosso modo. C'est très bien. C'est pas que lui. Mais, il y a une différence. Il y a une différence assez notable. C'est que là, on parle de chiffres de saison régulière. On a un peu ce côté plaque tournante, on a un peu ce côté collectif, etc., etc. Et pourtant, on voit qu'en play-off, la différence avec et sans lui, elle n'est pas de seulement 5 points par 100 possessions, ce qui est sympathique mais pas élite. La différence en play-off, cette année notamment, elle était quasiment à plus 10. Donc, de nouveau, on retombe sur les fameux Jokic, Curry, et ce côté un peu, je suis un peu l'attaque. Et donc, c'est notable littéralement de noter ça, justement, parce que voilà, je trouve qu'on a un peu ce côté de saison régulière où il y a ce collectif qui peut s'exprimer, il n'y a pas besoin de forcer, mais mine de rien, en play-off, forcément, le niveau s'élève, le niveau des défenses s'élève aussi, donc ce qui pouvait passer en termes de création en saison régulière, ça passe un peu moins, et donc tu as peut-être forcément un peu plus besoin de forcer sur la création, hein, c'est littéralement ce qu'on voit tous les ans en play-off, et là on voit que, quand le contexte s'élève, il peut le faire, il peut un peu plus créer, il peut être un peu plus important, et au niveau des on-off, ça se reflète aussi, c'est-à-dire que son on-off, son impact individualisé de avec et sans lui, il double de saison régulière sympathique, mais un peu rythme de croisière, en play-off, on voit que oui, il peut être ce genre de joueur qui est un peu transcendant, quoi. Oui, après, je trouve... Alors, on a parlé du passing et aussi du scoring, de son efficacité, si jamais on voulait qu'il se transforme un peu en go-to guy, scorer first. Il y a aussi une stat, moi, que j'aime pas trop chez lui, surtout si tu veux le voir se transformer un peu en scoreur, c'est sa capacité à provoquer des lancers francs. Oui. Et notamment le shooting fall percentage, donc les fautes en fait qu'il obtient sur des shoots. Les fautes provoquées pendant une tentative de tir. Donc les fautes vraiment provoquées, quoi. Pas juste pendant le dribble, une faute en milieu de terrain. Non, les fautes provoquées pendant une tentative de tir. Exact. Et il est à 8,9%. Ce qui est, j'ai pas le percentile seul, mais 56e percentile, donc voilà, un peu au-dessus de la moyenne. Tu parlais un peu de l'imaginer dans un rôle un peu d'héliocentrique, de joueurs héliocentriques. Donc automatiquement on pense à des Luka Doncic, des Trae Young, qui est un peu ce profil-là. Et en fait, quand on regarde des joueurs comme... Alors, Luka Doncic est évidemment sur une autre planète, hein, mais c'est des joueurs qui sont à plus de 12, 13, 14% en fait de shooting fall percentage. Même Trae Young, il est quasiment toutes les saisons à plus de 10, 12% de shooting fall percentage. Ouais, et puis James Harden dans son prime ou Jimmy Butler, ils vont titiller les 20%. Donc, oui, voilà. Donc, il y a ça aussi qui me freine dans le côté héliocentrique potentiel d'Haliburton, c'est... que les stars, c'est pas juste du pull-up à mi-distance, c'est aussi aller chercher les lancers francs. Et tu parlais des playoffs, du fait que les défenses se resserrent et que le jeu change un peu en playoffs. Le 8,9% de Tyrese Haliburton sur les fautes provoquées sur un tir, en playoff, du moins cette année, c'est tombé à 3,7%. Alors sur un volume évidemment beaucoup plus faible, hein, mais c'est tombé à 3,7%. Donc, alors que on le voit en play-off, Luka Doncic par exemple, ça reste plus ou moins au même niveau. Du moins, ça chute un peu, mais ça reste très très bon. Ouais. Mais après, cela dit, comme dit, le on-off offensif général était largement meilleur. L'équipe était largement meilleure en play-off avec lui, parce que voilà, quand tu en saison TJ McConnell ou Ben Sheppard, c'est sympa quoi. Mais sauf qu'en play-off, on voit bien que c'est la création d'Haliburton quoi qui faisait la différence. Après, je comprends ton argument, je suis assez d'accord. Si je peux en présenter un contre-argument,
Jokic a des shooting foul percentage autour de 10% aussi. C'est pas top, surtout pour un pivot. D'ailleurs, par rapport au standard de pivot, c'est beaucoup plus bas que Haliburton par rapport au standard de meneur. Donc, je comprends ce que tu veux dire, et c'est vrai que c'est un peu la norme de, pour être go-to-guy, tu as besoin aussi de savoir provoquer des lancers francs. Après, il y a aussi une donnée stylistique, j'ai envie de dire, de pas le style pour le style et pour la beauté du geste, mais il y a des joueurs qui, plutôt qu'aller chercher le contact, ils vont chercher l'angle de layup. Irving aussi, Kyrie, il est un peu comme ça, Kyrie. Si c'est pas j'attaque le contact et je vais exploser au contact mais avoir la faute, c'est tiens, je vais essayer de contourner pour l'angle de layup, parce que Irving, Jokic, Haliburton, c'est des mecs qui ont se touché de balle, et donc ils vont toujours avoir tendance à essayer de faire partir le tir parce qu'ils sont précis à ce point. Donc je comprends ce que tu veux dire, et j'aimerais moi aussi que ça augmente un peu, mais j'avoue que j'ai pas de mal à imaginer Haliburton sans forcément faire exploser ce côté provocation de faute, mais tu sais, juste en prenant beaucoup plus de flotteurs, beaucoup plus de pull-up à 3 points, beaucoup plus de, en forçant un peu plus. Mais bon, on allait un peu dans les deux sens avec Haliburton, je trouve. Nuance et compliment, mais je pense que on a déjà un peu dit, mais t'es d'accord avec moi, on a déjà affaire à quelqu'un qui est largement top 25, top 20 NBA, quoi. Ah, totalement. Par contre, si je peux prendre un contre-argument de ton contre-argument, c'est que, donc, notamment sur les joueurs que tu as cités, donc Kyrie Irving et Jokic, le shooting fall percentage de Jokic est très bas, notamment pour un pivot, mais c'est aussi, je pense que c'est un peu biaisé sur le fait que Jokic, c'est un pivot, mais qui joue comme un meneur, en fait. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le shooting fall percentage est si faible. Et sur Kyrie Irving, il a aussi un shooting fall percentage qui est assez faible, mais finalement, Kyrie Irving, on l'a jamais vu dans un rôle de fan de Boston, meneur héliocentrique. Et du moins, quand on l'a vu, il n'était pas si bon que ça, finalement. Aïe, le fan de Boston qui ressort. Non, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, malgré tout, et je peux comprendre la nuance que tu dis, il a jamais été le LeBron James ou quoi, mais le volume au scoring était là, quoi. Tu me donnes le volume de scoring de Kyrie en termes de volume, hein, vraiment. tu le mets à Haliburton, ça me va, quoi. Juste là-dessus, quoi. Mais non, mais je comprends ton nuance aussi, ouais. Je suis d'accord que Haliburton pourrait être plus scoreur, mais je sais pas. Alors peut-être que je bloque trop sur ce mot-là que tu as dit, mais je sais pas si Haliburton pourrait être ce joueur héliocentrique. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 petits détails dans son jeu, notamment la provocation de faute, la finition au cercle, qui me fait dire que il peut être un peu plus scoreur, mais je sais pas s'il y aurait le côté héliocentrique à la Trae Young, à la Luka Doncic, bon, qui sont eux des extraterrestres, hein, dans ce domaine-là. Avançons, quelle est ta 5e et dernière stat du jour à nous donner pour les Indiana Pacers 2024? On va rester sur le shooting fall percentage, et c'est surtout parce que j'ai envie de parler un peu de ce joueur. On n'a pas beaucoup parlé parce qu'il s'est blessé et qu'il n'a pas joué en playoff. C'est Benedict Mathurin qui est à 15,2% de shooting fall percentage et qui le place 96e percentile à son poste. Et c'est un joueur qui a... Alors c'est plus ou moins un joueur qui a toujours été, hein, ça a toujours été un bon slasher, même à Arizona. C'est un bon driver, et en fait le souci c'est plus à la finition. Et alors je pense qu'on détaillera parce que tu as peut-être quelques stats à dire dans ce sens-là, mais voilà, j'aime beaucoup le côté, il a des problèmes de finition, mais par contre c'est pas un joueur qui va prendre beaucoup de pull-up à 3 points, c'est un joueur qui va régulièrement aller finir près du cercle, enfin du moins essayer, du coup, qui va régulièrement mettre beaucoup de rim pressure, donc voilà, c'était juste pour aborder un peu ouvrir le débat Mathurin. C'est vrai que en plus, là où je m'en souviens notamment parce qu'on avait déjà parlé dans le bilan 2023 des Pacers, c'est que là tu dis il est à 15%, ce qui est énorme, hein, shooting foul percentage à 15%. En tant que rookie, il était à 20%. Donc ça m'avait marqué parce qu'il avait déjà un score d'élite. Il y avait 2-3 rookies comme ça qui avaient fait un truc assez dingue. Je crois qu'il y avait lui et Banchero, je crois aussi, qui avait fait un score de malade mental en tant que rookie de provocation de faute. Et c'est vrai que bon, du coup je l'avais retenu, mais c'est vrai que c'est d'autant plus c'est pas juste un bonus, j'ai l'impression, comme tu dis, parce que c'est un peu une nécessité, parce qu'il est tellement peu habile en termes de finition au panier, parce qu'il a des limitations aussi, il a pas non plus une envergure de bras si grande que ça, enfin bref, donc parfois il peut jouer un peu en dessous du niveau du cercle, mais donc
si plutôt que prendre un lay-up, il arrive à foncer sur le contact et à obtenir de lancer, en fait c'est génial. Et c'est comme ça qu'il arrive à avoir une certaine pression au panier. C'est par ce côté hyper agressif qui vient en plus complémenter ce qui est la base de son jeu, hein, tu me diras, mais qui est aussi le 3 points et le jump shot aussi. Oui. Et puis en plus c'est un bon shooter de lancer franc, donc il a tout intérêt, vu qu'il est pas très bon à la finition, en fait il a tout intérêt à prendre ses lancers francs, parce que limite un Mathurin qui prend ses lancers francs c'est plus rentable qu'un Mathurin qui finit au cercle, parce que, alors je l'ai pas, je vais la retrouver, mais sa finition au cercle, je l'avais, il est à 53% de réussite au cercle. C'est ça, ouais. Donc quand il n'arrive pas à forcer la faute, c'est pas bon. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu l'idée, ouais, tout à fait. Au niveau des drives, ça sera intéressant à regarder. Si j'y arrive en 2 clics, je vais essayer de le faire. Mais je crois que c'était au niveau de la moyenne, hein, grosso modo. Tout à l'heure, j'avais regardé. Mais oui, alors après, explique-nous aussi la force de son profil. Toi qui l'avais peut-être un peu scouté à l'époque, c'est quoi? C'est draft 2022, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans. Moi, j'avais noté son minutage, parce que son minutage a baissé par rapport à l'an dernier. Je sais pas trop pourquoi. Je suppose que c'est un peu parce que l'équipe est plus compétente, avec plus de profondeur aussi. Lui-même a eu quelques petits problèmes de blessure, mine de rien. Il a fait que une 60aine de matchs, même pas cette saison. Mais il y a eu Bruce Brown aussi qui était arrivé et signé en grande pompe aussi l'été dernier. Donc il a mobilisé aussi beaucoup de minutes. L'émergence de Nembhard aussi, je sais pas si vous en parler tout à l'heure ou pas. Enfin bref, la rotation est plus dense. Mais j'ai envie de te poser la question, quel est un peu le potentiel en fait de Mathurin, qui a été drafté très haut. Pour moi, j'ai l'impression de voir surtout un méga giga role player plus qu'un potentiel go-to-guy qui va être un créateur majeur, quoi. Oui, c'est en fait quand il était à Arizona, c'était l'étiquette de role player un peu, le scoreur slasher, un peu off-ball, mais plus dans un rôle de finisseur. C'était un peu la case, ça on le savait, c'est son niveau plancher. Norman Powell en fait. Oui, voilà. Il y avait cette étiquette-là. Mais il y avait ce potentiel parce que, surtout de son année 1 à son année 2, il avait, alors je vais pas dire explosé, mais il avait montré de gros progrès au passing, au playmaking. Ouais. Il s'était énormément amélioré là-dessus. Et on s'était dit, peut-être que s'il rajoute en plus du passing, du playmaking là-dessus, là on passe sur un autre level en fait de role player. Et en plus, c'est un ailier athlétique. Donc là, tout de suite, tu avais les images de Paul George en fait, qui commençaient à apparaître dans la tête des scouts les plus hypants, et qui se disaient, attends, un ailier qui peut scorer, finir, et en plus qui rajoute un peu de passing, qui a le profil physique, athlétique pour être un bon défenseur, et donc peut-être qu'on a... Parce que c'était un playmaker défensif assez correct, en plus à Arizona, et donc on se disait, est-ce que c'est le futur Paul George? Et pour l'instant, en NBA, on n'a pas vu ce côté playmaking. Alors, est-ce qu'on l'a pas vu parce qu'il n'en est pas capable au haut niveau, ou est-ce qu'on l'a pas vu parce qu'on lui a pas demandé, parce qu'on lui demande pas? Ça, je sais pas trop, mais pour l'instant, oui, je pense qu'on se tourne plus vers un scoreur, off-ball, un peu slasher, finisseur. Ce qui sera déjà très bien, parce que par contre, il faudra qu'il améliore sa finition, mais ce qui sur le papier sera déjà très bien, je pense, par rapport à ce que les Pacers ont besoin. Le truc, c'est que pour moi, pour être un créateur majeur NBA, il faut le passing. Il l'a pas du tout, quoi. On parle vraiment d'assez bas, hein, pour l'instant pour le passing. Et tu vois, il fait très peu de passes, et en plus il perd aussi pas mal de ballons. Et ça se voit un peu en match où tu sens qu'il il fait pas de lecture avancée, c'est pas un manipulateur de défense, mais même parfois certaines lectures basiques, tu sens que c'est pas totalement là encore. Alors peut-être ça peut venir, il est encore très jeune, mais disons qu'on part d'assez bas, et historiquement quand tu pars d'assez bas à cet âge-là, tu deviens pas LeBron James, quoi. Il y a des marges de progression, évidemment. Mais je veux dire, quand tu pars d'assez bas, tu peux pas aller taper tout en haut. Donc je sais pas à quel point il pourra un peu améliorer ce passing, et je trouve que vraiment la comparaison avec Norman Powell est assez bonne, parce que il partage pas mal de ce genre de pas mal de qualités et de défauts un peu à Norman Powell, qui lui aussi, hein, à l'époque de UCLA et même en NBA, était hyper athlétique. Alors peut-être plus long tout de même, hein, en termes d'envergure de bras, mais un peu ce même profil du poste 2 athlétique, qui a du shoot, mine de rien, en plus de l'explosivité, donc ce combo explosif plus shoot, qui a pas tant que ça de passing non plus, Norman Powell, qui est un peu, voilà, donc ce créateur, mais créateur pour lui-même, est assez limité, donc même si, bon, créateur, il peut être finisseur, mais tu sais, pas que la finition, j'attends dans le corner, quoi, juste je te donne la balle et tu finis pour toi, quoi, un peu ce rôle-là. Après, la différence pour moi, et c'est peut-être ça qui impacte
le temps de jeu aussi, je sais pas, mais Norman Powell, dans ses meilleures années, ça a toujours été un défenseur au-dessus de la moyenne, quoi. Alors peut-être un peu moins maintenant, ça commence à vieillir, mais époque Toronto, voilà, top défense de haut niveau, quoi. Mathurin, je suis pas convaincu encore de la défense pour le coup. Alors peut-être qu'il est jeune, mais je pense qu'on n'est pas encore sur un défenseur au niveau de la moyenne, même ça. Bah, c'était un peu alors je vais pas dire un red flag, mais oui, c'était un peu un point d'interrogation lors de sa draft. C'est qu'en fait, il fait partie de cette case d'ailiers qui ont ce qu'on va dire, les outils physiques pour être un défenseur correct, même s'il n'a pas une grande envergure. Mais voilà, c'est un ailier athlétique, donc on se dit, ah, bah, en fait, il y a un peu. Attends, tu parles de Mathurin ou Topin, là? Et je vais mettre un peu ma graine fan des Celtics, mais il y a un côté un peu Jalen Brown où on se dit, ah bah il est athlétique, donc ça va être un bon défenseur, mais en fait, c'est pas si simple que. Enfin, c'est un gros raccourci de faire ça, et tu peux avoir des bonnes qualités athlétiques et pas être un bon défenseur. Hein. Ouais. Zach LaVine en est un très bon exemple. Obi Toppin aussi, d'ailleurs. Obi Toppin, c'est magnifique. Et donc oui, c'est vrai que c'était le point d'interrogation sur lui et il a jamais été un défenseur très positif. Et c'est vrai que je pense ça doit jouer sur le fait qu'il joue très peu de minutes. Ouais. Bon, on verra à terme ce que donne le projet. Hein, il a 21 ans, mais c'est vrai que le temps de jeu, tu vois, pour jouer 25, 28 ou 30 minutes de jeu chez un vrai contender, à mon avis, ça passera par la défense. Parce que le shoot sympathique, l'explosivité, le drive, le punch, comme tu disais, c'est sympathique. Mais voilà, si t'es pas capable de rester sur le terrain en défense, ça peut être un problème. Et tu pourras pas être dans des rotations d'équipe NBA, en tout cas pas en tant que créateur non majeur. Si t'es, j'allais dire Jamal Murray, mais Jamal Murray aussi a fait des progrès en défense. Mais bref, si t'es Trae Young, bon, ok, t'es pas bon en défense, mais t'es sur le terrain, mais parce qu'on a besoin de ta création. Mais pour un joueur de rotation, c'est vrai que non, tu peux pas jouer 20 minutes en playoff en playoff de haut niveau si t'as pas un minimum de défense. Donc je pense que ça sera un peu le point de bascule de son profil. À moins que tu aies des choses à rajouter sur Mathurin. Je peux donner ma 5e stat du jour, moi, sur laquelle je vais partir. Bah tiens, je vais dire ça et je vais te lancer, parce que tu le connais sans doute mieux que moi. J'avais noté 99. Donc c'est le 99, c'est le True Shooting Plus de Andrew Nembhard. Donc qu'est-ce que ça veut dire? True Shooting Plus, les stats en plus, c'est par rapport à la moyenne qui est fixée à 100, donc ça veut dire qu'il est 99 moins 1%. Son score d'efficacité est 1% plus bas que le score moyen de NBA. Bref, on est au niveau de l'efficacité moyenne de NBA, pardon. Alors que l'an dernier, on était à 91. Donc on était quasiment à 10% plus bas que le niveau moyen de NBA. Donc ça fait une sacrée amélioration tout de même pour Nembhard entre 2023 et 2024. Sachant que, on le sait, les jeunes porteurs de balles ont tendance à galérer, donc il fait pas exception à la règle. Hein. Lui, c'est pas à Liberton pour le coup. Donc pas exception. Il était mauvais, maintenant ça y est, il est au niveau de la moyenne. Et le plus intéressant, c'est que ça ne passe pas par une surchauffe à 3 points. Puisqu'il est encore à 35% à 3 points comme l'an dernier. Donc voilà, il n'y a pas ce côté aléatoire du 3 points qui peut un peu booster parfois dans un sens ou dans l'autre la réussite générale. Là non, il a surtout progressé au niveau des 2 points. Pas tant au panier, ça reste pareil, mais au niveau des shorts mi-distance, la zone des flotteurs, il prend 10 points de pourcentage presque au niveau de la short mi-distance. Et puis même au niveau des longs tiers de points aussi, il prend un peu moins de 10 points tout de même, mais pas mal de points de pourcentage. Donc voilà, une vraie progression dans le jeu, une éclosion au plus haut niveau. Je crois qu'il a aussi signé une prolongation de contrat il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu penses de Andrew Nembhard qui, mine de rien, a déjà 24 ans, mais 25 ans, je crois, mais qui reste un joueur assez jeune en termes de développement et qui est en train de s'imposer aux Pacers? Alors c'est un joueur que j'étais vraiment, je vais devoir faire mon mea culpa parce que j'étais pas du tout chaud sur lui à la draft. Ouais. Tout simplement parce qu'en fait c'est un joueur qui a fait 4 ans à la fac et donc déjà il y a cette étiquette un peu de vieux prospect et en plus c'était un porteur de balle mais qui créait qui mettait pas beaucoup de rim pressure, qui provoquait pas beaucoup de fautes, qui était un bon passeur mais en plus il était dans un contexte quasiment idéal en fait pour lui parce qu'il était donc à Gonzaga dans des excellentes équipes. Donc il a joué avec Chet Holmgren, il a joué avec le fameux Drew Timme, avec du Corey Kispert, Jalen Suggs. Enfin c'était vraiment les Gonzaga qui étaient vraiment tout le temps. Ouais, voilà ça. Et lui en fait il était un peu là, être un peu le role player parfait, le connecteur parfait autour de toutes ces stars. Et moi j'avais ce truc de me dire bah oui c'est un bon joueur, c'est un joueur intelligent, mais c'est un joueur qui en fait il est bon parce qu'il est entouré de bons joueurs et il brille parce que son équipe brille. Et je pensais pas qu'il serait capable, notamment parce que pas capable de mettre de la pression au cercle, pas forcément un joueur de pull-up. Et vu que c'est un porteur de balle, je me suis dit, je vois pas en quoi un
porteur de balle qui prend pas de pull-up, qui met pas de pression au cercle et qui prend pas de lancer franc, enfin qui provoque pas de lancer franc, je vois pas comment il peut avoir sa place en NBA. Et donc c'est vrai que moi c'était vraiment vraiment la grosse surprise en fait, hein. Quand il a réussi, j'y croyais vraiment pas. Donc je suis très surpris du joueur qu'il est devenu et de ce qu'il arrive à faire balle en main, et notamment comme tu l'as dit, cette partie pull-up, ce pull-up game que je n'avais pas du tout vu à la fac. Je pense qu'il y a aussi des limitations physiques assez évidentes, un peu partout dans le jeu, j'ai envie de dire, parce que défenseur, je le trouve assez compétent et compétitif, mais voilà, avec aussi ses limitations. Bon, après, il fait 6-5, donc c'est pas cata non plus, hein, c'est pas il fait pas juste 6 pieds de haut ou 5-11, mais voilà, il y a aussi des limitations, par exemple pour la pression au panier. Je pense que c'est pour ça que c'est pas un driver d'élite, et c'est peut-être pour ça que toi tu pensais qu'il y avait des limitations, c'est que il n'y a pas non plus une taille énormissime, donc un mec qui va forcément jouer un peu en dessous du niveau du panier. Donc voilà, je pense pas que le potentiel soit gigantesque, pardon, mais en fait on a déjà un produit fini, et quelqu'un qui est déjà en fait très compétent en l'état, quoi, avec cette espèce de, je dirais pas meneur créateur, je dirais pas non plus le scoreur un peu micro-ondes, puncher en sortie de banc qui va prendre que des tirs pour lui. On a vraiment un profil de porteur de balle très polyvalent, qui peut un peu toucher à tout et qui peut bien toucher à tout. Un peu de 3 points, alors à surveiller un peu le volume aussi, mais un peu de 3 points, de la création, comme dit aussi, il est devenu compétent dans la zone un peu intermédiaire, hein, finalement, les longs tirs à 2 points et les flotteurs plus proches du panier. Donc voilà, un mec qui peut un peu toucher à tout, donc je trouve ça assez intéressant au final, ce profil-là, même si il n'y a pas un plafond qui va être hyper haut, mais c'est un vrai joueur de rotation NBA à mon sens, quoi. Je pense que c'est un bon exemple de ce qu'est en train de devenir un peu la NBA, où on est toujours plus à la recherche de la polyvalence. Ouais. Là où il y a quelques années, en tout cas même moi, c'était la façon dont je réfléchissais quand je faisais du scouting, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais assez bas, c'est où je me disais, en fait un joueur qui est bon partout, c'est aussi un joueur qui est, enfin, un peu, tu sais, qui touche à tout mais qui est pas spécialisé dans quelque chose. Je le voyais un peu comme limite un défaut, parce que t'as pas cette qualité élite, t'es pas ce shooter élite, t'es pas ce défenseur élite, et je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire en NBA, parce qu'en NBA, si tu touches à tout mais que t'es pas très bon dans une qualité précise, l'équipe qui va avoir besoin de shoot à 3 points par exemple, elle va trouver un joueur qui est spécialiste de shoot à 3 points. L'équipe qui a besoin d'un passeur va trouver ce côté. Et finalement là on voit qu'en NBA, on est finalement de plus en plus à la recherche de joueurs qui sont capables de tout faire en fait. Et tu veux plus avoir ce joueur qui est capable de shooter à 3 points de manière élite mais qui est incapable de poser un dribble. Tu veux plus avoir ce joueur qui est capable de passer, d'être un bon créateur pour les autres, un bon passeur, un bon playmaker, mais qui est incapable de driver ou de shooter. Et donc je pense que c'est un très bon exemple de ce qui est en train de devenir, de ce que recherchent les équipes NBA de plus en plus actuellement au niveau des role-players. Oui, parce qu'il y a un peu deux façons de développer un joueur. Il y a le côté Miami où on a déjà parlé, hein, mais Duncan Robinson qui arrive, qui sait faire que shooter, et plutôt que lui dire on va travailler le reste de ton jeu, ils lui ont dit attends, bosse ton shoot au point d'être élite, et avec ça tu vas survivre et tu vas exister en NBA. Et après tu as l'autre modèle qui est effectivement Nembhard, qui comme tu dis est élite nulle part, mais il touche un peu à tout. Et sauf qu'en fait cette année on a vu que après 2 ans de NBA, en fait il touche à tout, mais il a progressé littéralement partout, dans tous les domaines du jeu. Pas au point d'être élite dans aucun, mais il est passé de 4 sur 10 partout à 7 sur 10 partout maintenant, quoi. Donc ça suffit pour exister, comme tu dis, dans cette polyvalence, et surtout le jeu des Pacers, hein, qui réclame, comme on dit, intelligence de jeu, polyvalence, passing, et puis le profil de pouvoir passer, shooter, dribbler un peu tout en même temps. Donc voilà, Nembhard à suivre, qui effectivement a signé une prolongation que je n'arrive plus à retrouver, mais je crois qu'il est autour des 20 millions l'année, hein, si je dis pas de bêtises, il y a à peine quelques semaines. Non, j'arrive pas à la retrouver. Oui, c'est ça. 3 ans et 58 millions. Donc ça fait autour des 20 millions l'année. C'est pas mal du tout. Tiens, petit quiz, parce qu'il a fait 4 ans de fac, il a fait 2 ans à Gonzaga et 2 à Florida. Est-ce que tu t'en souviens de ça? Il a fait 2 ans à Florida, la fac de Florida en SEC, en 19 et 20. Est-ce que tu es capable de me citer un coéquipier NBA qu'il a eu à Florida? Wow. Treman, c'était avant. Exactement, Treman, ouais, tout à fait. Il a joué avec Treman en 2020, et aussi avec Scottie Lewis. Le nom me parle, mais où est-il, Scottie Lewis? Où est-ce qu'on l'a vu? Pas drafté par le Thunder, lui? Aucune idée, mais c'est toi le spécialiste. Hein. Scottie Lewis, moi j'ai abandonné la draft, là, j'ai plus le temps. Moi. Mais du coup,
s'il était à Florida avec Treman, il était avec Keontae Johnson. Johnson, ouais, tout à fait. Drafté aussi par le Thunder, si je dis pas de bêtises, et qui est le joueur qui s'est un des joueurs qui s'est écroulé. Enfin, il s'est été écroulé sur le terrain et fait un problème un arrêt cardiaque, plus ou moins, je sais plus ce que c'était exactement, mais il s'était écroulé en plein milieu du terrain lors de c'était sa première saison, je crois, à Florida. Et c'était un peu la belle story en fait de NCAA ces dernières années, parce que du coup il s'était écroulé, il n'était pas sûr de pouvoir continuer sa carrière, et il avait fait 1 an et demi de convalescence quasiment, et la saison dernière il avait repris avec Kansas State. Ils avaient été loin en March Madness, et il avait réussi à être drafté par le Thunder l'année dernière, donc c'était un peu la belle story. Ouais. Effectivement, ouais. Donc drafté 50e en 2023, et là il a fait une saison rookie au Thunder. Ah ouais, donc la belle histoire, effectivement. Effectivement, donc voilà pour Nembhard. On a fait nos 5 stats chacun. Est-ce qu'il te reste des joueurs que tu voulais aborder? Est-ce qu'il te reste des stats à évoquer rapidement? On n'a pas parlé de Obi Toppin, justement. Non, ça va aller. Non, les joueurs dont j'aimerais parler, mais le problème c'est qu'en fait le volume est trop faible pour vraiment qu'il y ait des stats pertinentes. C'est des Jarras Walker par exemple, ou même on en a parlé un peu, Isaiah Jackson, qui sont des joueurs qui, je pense, peuvent beaucoup apporter, mais comme dit, les stats sont pas assez pertinentes parce que le volume est beaucoup trop faible. Ouais, non, mais ça, on attendra. Enfin, faut être patient aussi. Hein. Pour l'instant, notamment Jarras Walker, extrêmement jeune. Jackson, c'est vrai que ça fait 2-3 ans que j'ai un peu sur mes radars et que j'attendais peut-être un peu plus. Mine de rien, d'ailleurs, ça fait partie du bilan 2024, mais ils ont laissé partir Jalen Smith, qu'ils avaient récupéré de Phoenix, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et que finalement, voilà, il est parti aux Chicago Bulls. Donc voilà, je pense ça à lui parce qu'il y a plein de pivots dans cette rotation des Pacers. Ils avaient aussi laissé partir Goga Bitadze, ils avaient échangé puis coupé, je crois, il y a 2 ans. Et donc Goga maintenant a fait sa place à Orlando. Jalen Smith donc, est parti cette fois-ci à Chicago. Isaiah Jackson qui est toujours là, mais qui joue pas des tonnes. Ils ont plein de pivots. Indiana. Il n'y en a aucun qui a encore totalement explosé. Après, il faut dire que c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire que ça fait à peu près 10 ans que Miles Turner est en NBA. Ça fait à peu près 9 ans et demi qu'on dit qu'il va être échangé. Et à chaque fois, il prolonge et à chaque fois, il joue. Hein, finalement, c'est un peu les montagnes russes. Mais c'est vrai que voilà, on n'a pas parlé de Miles Turner non plus aujourd'hui. Mais rien de spécifique à dire. Hein. Toujours à peu près le même Miles Turner. Enfin, tu m'arrêtes si tu veux préciser des choses sur Miles Turner, mais on le connaît maintenant. Miles Turner. Pas grand-chose à dire de notable sur sa saison. Oui, c'est ça. Non, mais voilà. Mais Toppin, c'est vrai qu'Obi Toppin, un peu la caricature du mec, on pouvait espérer, comme on a dit tout à l'heure, hein, vu les qualités athlétiques et physiques, ça pouvait être un défenseur. Au final, on a juste un joueur, un offensif, quoi. Alors, un joueur attaquant, qui rentre très bien dans ce côté transition, punch, rythme. Et en plus, cette année, il est efficace à 3 points, donc c'est très bien. Enfin, ça. Mais voilà, peut-être les rêves défensifs, on peut commencer un peu à les abandonner. Mais d'après ton ton, je semble deviner que tu n'aimais pas tant que ça à la draft. Alors, c'est ça? Oui, c'est vrai que j'avais ce côté un peu, c'est un super athlète, mais c'est pas un joueur de basket en fait. Si vraiment je veux le côté, très méchant. Mais comme tu l'as dit, en fait, offensivement, il a été très positif pour les Pacers parce que un joueur comme ça, très athlétique et explosif et très bon finisseur près du cercle, ça va parfaitement dans ce genre d'équipe qui joue très vite avec beaucoup de pace et beaucoup de finition au cercle en fait. Donc mais par exemple, on l'a vu chez les Knicks, mais je pense qu'un Obi Toppin dans un autre style de jeu, dans une autre équipe, ça devient... Autant il y a des joueurs qui peuvent, de par leur polyvalence ou leur profil, être bons plus ou moins indépendamment du contexte, autant Obi Toppin dépend énormément du jeu pratiqué par son équipe pour être positif. Et vu que défensivement il est pas bon, en fait si offensivement il a pas un jeu qui lui va, qui colle à son profil, en fait il devient inutilisable. Et peut-être pour finir, les deux derniers petits jeunes, Ben Sheppard et Kendall Brown, qu'est-ce que tu peux un peu nous dire de eux? Kendall Brown, ça fait 2 ans qu'il est en NBA, je crois. Toujours pas trop à peine 21 matchs en carrière, donc il s'est pas encore imposé. Après, il a que 20 ans. Et Ben Sheppard, qui est le rookie, qui a fait un peu sensation, non, mais qui est un rookie un peu plus vieux, qui a 23 ans, et qui a fait de bons passages cette année. Les fans ont bien aimé, mine de rien, qu'il a fait, il a fait ses petites 15 minutes par match toute la saison à peu près. Ben Sheppard, c'est quoi? C'est le mec qui est resté 4 ans en fac, c'est ça, et qui est un peu le meneur gestionnaire à l'ancienne, on va dire?
Alors, Ben Shepard, je suis désolé, mais je l'avais pas scouté, donc je pourrais pas t'en dire plus. Je veux pas inventer. Ok. Je pourrais pas t'en dire plus. Je sais juste que c'était un très bon shooter. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Par contre, sur Kendall Brown, qui avait fait 1 an à Baylor, et c'était un joueur qui, en sortie de lycée, était attendu, je crois qu'il était recru top 10, il était vraiment attendu tout en haut de la draft, parce qu'il y avait ce profil d'ailier qui peut un peu tout faire. Et en fait, il est arrivé à Baylor et on lui a demandé d'être juste un role player finisseur. Et le problème, c'est que il a été un role player finisseur, mais qui finissait mal. Et donc, ça a un peu détruit toute sa cote. Par contre, c'est un excellent défenseur. Mais c'est vrai que c'était un finisseur qui mettait pas dedans. Donc ça lui a fait beaucoup de mal, je pense, à sa cote. Et c'est le genre de joueur où, en fait, s'il est drafté bas et qu'on lui laisse pas les opportunités d'avoir un peu le ballon en main, de faire des erreurs, il va aller en G-League et en fait il fera jamais son trou en NBA. Et je pense que d'arriver dans une équipe des Pacers compétitive et qui donc ne peut pas se permettre de lui laisser du temps de jeu et des opportunités et lui laisser la possibilité de se tromper, je pense que ça lui a pas fait du bien pour sa carrière future. Ouais. Bon, comme dit, hein, très très jeune encore, mais voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait en dire en tout cas. On n'a pas parlé de Buddy Hield, on n'a pas fait le bilan non plus, mais lui est parti. Bref, on a fait à peu près tout le monde. En tout cas, merci beaucoup Titouan d'être passé sur le Basket Lab. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de parler un peu comme quoi les fans des Celtics peuvent parler d'autre chose que de Boston. Surtout, quel plaisir de parler d'une équipe qu'on a éliminée en playoff, ça c'est... Ah ça, vivement qu'on fasse Dallas. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voici donc pour nos amis les Pacers qui sont arrivés en finale de conférence alors que on les fait assez tôt finalement dans notre marathon. Je crois qu'on est au 16e sur 30. Mais voilà, comme vous voyez, c'est pas un ordre précis. Je m'arrange aussi avec les enregistrements que je peux faire, hein. Tout n'est pas réglé au millimètre près. Mais voilà donc pour les Pacers et puis demain donc on se retrouve pour une nouvelle équipe. Cette fois on repasse à l'ouest. Ce seront les Phoenix Suns. Et oui, la prochaine fois, bilan 2024 de nos amis, les Phoenix Suns. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Titouan d'être passé sur Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.